Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le petit silence après le hello tout le monde, c'est pour entendre ma voix en retour. Ah oui, je vous donne une petite combine, je vais faire ça maintenant. Enfin j'espère que je n'oublierai pas de le faire. Entendez-vous la musique du jeu? Première question, parce que je suis pas encore certain. Je vois audio du bureau, donc logiquement vous devriez l'entendre. Donc voilà, on me dit oui, donc tout va bien. Oui, nous sommes sur Harry Potter, le fameux jeu qui est en train de se faire oublier parce qu'il y a Wulong qui est sorti. Il y a d'autres jeux qui sont sortis entre temps. Il y a aussi Son of the Forest. On peut en parler de tout ça qui est sorti entre temps. Est-ce que vous avez joué à tout ça? Est-ce que vous avez essayé Wulong? Est-ce que vous avez essayé Song of the Son of the Forest et pas Song? Je vais aller sur le jeu carrément. Donc je vous laisse gamberger. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ces choses-là? Sur ces pics d'actualité? Il se passe des choses dans le monde du jeu vidéo. Je vais vous montrer un truc. Ah, je vais pas mettre le hub, c'est pas besoin. Donc je sors pas de la salle, il n'y a pas de combat, rien. Donc on peut rester extrêmement graphique. Voilà, vous avez vu là, regardez. Ça c'est Pouf Souffle. Là, Gryffondor. Là, Serre d'Aigle. Et là, Serpentard. Alors, il y a un ordre du coup. Vous comprenez? Il y a un ordre. Que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite, il y a un ordre. C'est-à-dire qu'il y a le mec qui a placé les tables, il a dû, j'imagine, alors il s'est référé au film, je suppose. Mais dans le film, j'avais jamais fait attention à ça. Il y a un ordre. Quand on demande à quelqu'un qui lit Harry Potter de classer les maisons, il va un peu les classer par préférence. Il va commencer par Gryffondor, c'est les héros. Il risque de mettre ensuite Serre d'Aigle, parce que c'est un peu les grosses têtes. Il mettra Pouf Souffle parce qu'il sait pas trop le mettre. Et puis il mettra les Serpentards tout à la fin parce que c'est pas les gentils. Mais là, tout à droite, donc il y a un des extrêmes, c'est Pouf Souffle. Et l'autre extrême, c'est Serpentard. Et c'est cohérent. C'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire que eux, c'est la bienveillance, l'empathie, la loyauté. Vous voyez? C'est les gars, on peut compter sur eux. C'est les bons gars, eux. C'est les full good, comme on dirait en jeu de rôle, en alignement. Et ça, on sait pas trop. C'est chaotique, neutre et vil, je sais pas. Parfois, ça fait pas du bon. On sait que Macron, par exemple, hein, on va parler de politique, non. Mais un gars comme Macron, on sait qu'il serait plutôt là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que c'est des gars qui peuvent se faire passer pour cela. C'est-à-dire que c'est des types, juste en blablatant, ils peuvent vous faire croire qu'ils ont ouvert des bouquins comme ces gars-là, les Serre d'Aigle. Donc ceux-là sont dangereux. Les influenceurs, c'est des Serpentards. Voilà, sur Twitch, sur YouTube, vos influenceurs préférés sont des Serpentards. Parce que pour vous manipuler, pour vous faire croire, pour que vous les aimiez, il y a manipulation. Pour se faire aimer, il y a manipulation. On laisse pas les gens libres comme ça. Il y a une présentation, on se met en avant. C'est du Serpentard. C'est les médias, c'est Serpentard. Les médias vous manipulent. Les médias veulent vous faire comprendre des trucs qui, eux, les intéressent. Pour eux, c'est intéressant que vous les compreniez. Parce qu'ils ont un boss, et ce boss, en général, c'est un multimilliardaire. Et ils ont plutôt intérêt à ce que le public, leur public, soit d'accord avec les idées de ce gars-là. Et donc, eux, c'est les mecs loyaux, bienveillants. Mais juste après, il y a eux. Donc, c'est-à-dire que ces gars-là, Gryffondor, se rapprochent des gentils. Mais, c'est pas les extrêmes gentils. Parce que eux, ils sont hyper loyaux. C'est des bonnes pattes. C'est les gars qui vous aident tout le temps. Genre, vous avez un problème, vous venez là, et tu me passes le sel. Ah ouais, pas de souci. Tiens, prends le poivre avec. Tu vois? Tu repars, t'as les mains chargées de cadeaux, quoi. Tiens, prends une mandarine. Tu vois? Eux, tu viens, tu leur demandes. Ils vont quand même te regarder 1 ou 2 secondes en se disant, c'est qui lui? C'est un Serpentard? Ils sont sur le qui-vive, quoi. C'est les héros. Et les héros, ils sont à l'opposé des anti-héros. Au sens où, enfin, pas des anti-héros, des antagonistes. C'est-à-dire que le protagoniste, il sait qu'il existe dans ce monde des méchants. Enfin, des méchants, entre guillemets. Il sait qu'il existe des individus qui peuvent être malveillants. Donc, quand tu arrives, il te regarde, tu peux me passer le sel? Il regarde à ta table, genre si quand même t'as pas du sel déjà. Il se dit, viens, c'est pour nous provoquer ou quoi? Il regarde, non, il n'y a pas de sel? Ok, et il te file le sel, parce que c'est des gens gentils.
mais méfiants. Eux, non. Eux, ils se lèvent, ils vont voir Serpentard, ils font hey, Serpentard, on fait une fête demain soir, vous voulez venir? Et Serpentard, il leur balance des choux à la crème à la gueule, mais dégage! Voilà. C'est les mecs, c'est les gentils en fait. C'est les gars qu'on rêve tous d'avoir en amis. Pouf souffle. Et eux, ils sont méfiants. Parce que, vous voyez, il n'y a qu'une table qui les sépare des autres, ils les voient en face. Et ils savent qu'ils manigancent. C'est pour ça que c'est les héros. Parce qu'ils s'opposent à ceux qui manigancent à la table verte. Serpentard. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Entre les deux. Entre le courage, on va dire, et la manipulation, la séduction, le discours, le blabla. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est ça, hein, c'est de savoir, eux, c'est la culture. C'est les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est intéressant. Ils sont entre le courage et la manipulation. C'est-à-dire quelque part, le gars qui a fait... Alors peut-être que je vais un peu loin, évidemment, sans doute même. Mais le type qui a décidé, c'est peut-être J.K. Rowling, hein, qui a décidé de cet ordre-là, a mis l'intelligence entre un probable fléau et une probable belle chose. C'est-à-dire qu'ici, c'est les aventuriers. C'est intéressant parce que il y a des scientifiques qui sont à fond bleus, on va dire. C'est les serres d'aigle. Il y a des scientifiques, c'est des purs scientifiques. Méthodes scientifiques, carrées, etc. Et puis, il y a des gars comme Albert Einstein qui ont du courage. Qui ont osé se dresser contre des acquis. Personne n'aurait osé, voilà, je reprends toujours les terres luminifères, mais personne à l'époque n'aurait osé dire que les terres luminifères ça marchait pas. C'est comme si aujourd'hui un mec se levait et disait non, les particules c'est une connerie. Non, en fait on s'est planté, les particules, je vais vous expliquer, c'est une connerie. Il faut un courage fou. Pour moi, il est là en fait, vous voyez, il est là en fait, Albert Einstein. Et puis il y a des scientifiques particuliers. Faudrait se renseigner, là je suis un ignorant, mais le nom de Oppenheimer m'est un petit peu inquiétant. Il faudrait que j'aille lire en fait. Je connais pas assez Oppenheimer. Je peux pas en parler vraiment. Mais le nom m'est inquiétant, au sens où Oppenheimer, c'est le scientifique qui a travaillé sur la bombe atomique pour les Américains. Et le nom m'inquiète, mais je sais pas. J'ai rien lu sur Oppenheimer. Je sais écrire son nom, et c'est pas facile. Mais j'ai rien lu, je peux pas en parler. Il faut que je me renseigne sur Oppenheimer. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir l'intelligence. Il faut savoir où la placer. Est-ce qu'on met son intelligence au service du peuple? C'est-à-dire Camus qui se souciait de la guerre en Algérie du peuple. Est-ce qu'on reste froid, neutre, Sartre? C'est-à-dire qu'on ne prend pas de parti. On n'en a rien à foutre du monde. Voilà. Ou est-ce que on accepte de recevoir des fortunes de la part des lobbies pharmaceutiques pour travailler pour eux et leur développer des produits auto-dopiacés ou des ou des vaccins pas encore complètement testés. C'est intéressant hein, ce placement. Voilà. Et à la prochaine fois que vous jouerez à Hogwarts Legacy, repensez à ça. Vous-même, où vous situez-vous? Qui connaissez-vous que vous pourriez placer sans hésiter à l'une de ces tables ou entre ces tables? Parce que c'est ça l'alignement dans les jeux de rôle. C'est complexe. Vous avez le bien, vous avez la loyauté, la neutralité, la malveillance, mais vous avez aussi, vous pouvez les mélanger. Et qu'il peut y avoir de la malveillance loyale. C'est-à-dire qu'il y a des bad guys qui sont loyaux envers leur chef. Ouais, c'est curieux, mais oui. C'est ça la beauté justement, je trouve, moi, des personnages. C'est qu'un personnage peut être très complexe. Prenez D'Artagnan. Tout le monde connaît D'Artagnan. Mais quand on dit D'Artagnan, les gens voient un jeune mousquetaire à peine arrivé à Paris, fringant, courageux, mais il finit sa vie, c'est un loyal, limite neutre. Il défend le roi parce qu'il est à son service, quoi. Mais lui-même ne croit pas dans ce roi. Seulement il est loyal. C'est-à-dire qu'il est loyal jusqu'au bout. Et même si Athos et Aramis viennent le voir en disant mais attends, le gars que tu sers, il est pas, c'est pas un bon gars quoi. Et il leur dit mais moi je suis à son service, je suis capitaine des mousquetaires. Donc il est loyal. Ce qui est beau. Donc c'est compliqué. Hein. Et quand on écrit, si un jour vous créez des personnages, pensez à tout ça. Un personnage c'est compliqué. Quand vous lirez le tome 5 d'Orion, qui est en phase de finition, j'espère que vous ressentirez ça à travers la relation value-causa.
j'ai voulu la rendre profonde. Voilà, j'ai pas voulu utiliser, vous savez, comme font beaucoup de scénaristes, et moi je trouve que c'est un tort, des formules, des recettes de personnages. Lui il fait ça, lui il est comme ça, du coup ils sont ensemble, il se passe cela. Moi je suis pas pour ça. Je suis pas pour les recettes en fait. Je suis pour qu'on les connaisse, hein. Il faut les étudier. Hein. Moi j'ai lu Vogler, j'ai lu Mackay, j'ai lu Lavandier, je les ai tous lus quasiment. Hein. Enfin tous les plus célèbres. Hein. J'ai lu tous les plus populaires dans le script doctoring. Mais ils m'ont rien appris. Ils m'ont juste fait comprendre que je savais déjà faire, mais que j'avais pas les mots pour. Eux ils m'ont appris les mots en fait. Voilà, plot twist, moi j'en faisais, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. L'ironie dramatique, j'en ai toujours fait, mais je savais pas qu'on appelait ça comme ça. Pour moi, ils sont utiles que pour ça, les script doctors. Ils ont créé, on va dire, un baragouinage. Ils ont créé un langage. Mais on peut le réadapter à sa sauce. Voilà. Et récemment, c'est pareil, j'écoutais un gars qui parlait de narration. Et je me rendais compte que ce qu'il disait était absolument inintéressant pour moi. C'était de la narration non linéaire. Et, et j'aime bien ce gars, hein. C'était intéressant ce qu'il disait. Mais c'est fou comme je me disais, mais quand on écrit de la narration non linéaire, tout ça, tout ce qu'il expliquait, on est obligé de le comprendre. C'est-à-dire qu'en écrivant de la narration linéaire, tout seul, on va pratiquer les trucs qu'il expliquait lui. Et je me disais, mais est-ce que c'est pas vain d'expliquer des techniques à des gens qui ne les ont jamais utilisées? Du coup, ça les rend intéressantes et impressionnantes. Mais est-ce que c'est pas vain d'expliquer des choses qui, de toute façon, lorsqu'on met les mains dans le cambouis, on les comprend directement? Quand j'ai commencé à écrire La Plume Noire, je me disais, il faut que les gens se sentent dans un lieu où il y a des choix. Donc la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est dessiner une carte avec les différentes possibilités. Et à la fin, ça ressemblait à un organigramme. Je me suis pas dit, il faut faire un organigramme pour faire un livre dont vous êtes le héros. Et je trouve ça intéressant, ce questionnement-là. Moi, je pense vraiment qu'il y a un côté un petit peu vain d'expliquer des organigrammes à des gens qui de toute façon ne les utiliseront jamais, parce que le jour où ils se mettront à écrire, je pense que naturellement ils comprendront que pour faire des choix, oui, forcément il faut un ordre. Moi je résume ça très simplement, je dis quoi que vous fassiez dans le livre, faites un plan. Même écrire un scénario, moi je fais un plan. Hein. Mes scénarios, c'est des plans, d'abord. Il y a un plan, avec les grandes lignes. Moi je fais très attention à ça, je ne veux pas tordre le scénario pour passer par les points intéressants, parce que ça se sent dans un scénario. Vous voyez, vous avez 4 personnages qui se rendent, je sais pas, dans un pays lointain, mettons qu'ils vont dans le désert, et à un moment vous voulez qu'il y ait un personnage qui soit habillé avec une tenue d'une ville qui se trouve sur le chemin. Et vous allez raconter une escale dans cette ville juste pour ça. Ça se sent. Voilà. Là récemment je regardais une série, je vais pas vous en parler parce que j'aime bien le gars qui l'a fait, mais par contre je trouve que ce qu'il fait est catastrophique. Mais j'ai envie de croire qu'il le fait exprès, parce qu'à ce niveau-là c'est pas possible. Et c'est un truc avec des extraterrestres, mais je veux pas en dire plus. Voilà. Et ce gars-là est le frère d'un gars que j'aime beaucoup. J'en ai dit quand même beaucoup, mais bon. Et je sais pas s'il le fait exprès, ou s'il est vraiment, peut-être qu'il est vraiment comme ça. Mais pour moi, c'est une espèce d'Ed Wood français, voilà. Donc, à chaque fois qu'il fait un truc, je regarde par curiosité, avec beaucoup de respect. Mais, avec Enaibi, on se regarde, vous savez, avec les gros yeux. À chaque scène, à chaque dialogue, on se regarde avec des gros yeux, vous savez, là, on a les frissons de la honte dans le dos, on est très gêné. Et on a tenu 8 épisodes. Le truc dure 8 épisodes. On a tenu les 8 épisodes, mais par contre, on les a regardés d'une traite. Hein. Parce que, comme je le disais à Enaibi, si on arrête, on court. Moi, demain, c'est hors de question, je peux pas les remettre. J'ai aucune volonté de regarder ce truc. Donc ça a été douleur, mais et on n'a pas souri une seconde, hein, alors que c'était censé être drôle. Hein. Et on était très gênés. Mais je dis c'est unique. C'est un peu comme regarder Le Petit Quinquin. Vous voyez, Le Petit Quinquin c'est unique. Alors c'est peut-être ce qu'il essaie de faire, mais sauf que Le Petit Quinquin ça fait naturel, là ça le fait pas du tout. Voilà. Et à un moment, parce qu'il voulait que son personnage se trahisse, il invente tout un épisode où les personnages d'un coup vont faire la fête, sans aucune raison. Enfin, ça n'a aucun rapport avec tout le reste. D'un coup, c'est un épisode, c'est la fête. Ok. Et tout ça pourquoi? Pour que son personnage soit saoul, et que des gars lui fassent dire quelque chose contre sa volonté. Et il l'enregistre en fait. Et comme il est saoul, et donc c'est juste pour qu'en gros, ce gars-là se trahisse.
Donc il a fait tout un épisode avec une fête qui sort de nulle part. Et c'est ça que j'appelle tordre le scénario. C'est-à-dire que parfois, pour arriver vous savez, on pose des bornes, en fait, c'est des petites bornes qu'on pose. Pour arriver à la borne par laquelle doit passer le personnage, il y a des gens qui tordent le scénario, et il ne faut surtout pas faire ça. Surtout pas. Et c'est là où on peut mesurer le talent d'un scénariste. Et c'est pour ça que ça se mesure. C'est une technique, en fait. Et ça se mesure. Tout comme un coureur, ou un lancer de javelot, ou un sculpteur, ou un tableau, il y a des choses qui se mesurent, pas tout. Après, il y a une question de goût, mais il y a des choses qui se mesurent. Voilà. Et One Piece, j'en ai souvent parlé. Je prends One Piece en exemple, c'est le plus connu, mais j'aurais pu prendre Jujutsu Kaisen, c'est pareil. Et je dis, il y a des choses qui se mesurent et qui sont assez désagréables. Dans la mesure, quand on les mesure, voilà, Jujutsu Kaisen, c'est assez désagréable. Et donc, non, c'est pas. J'ai entendu un gars dire, ah oui, le gars il aime pas un manga parce qu'il s'est levé du mauvais pied, parce qu'il a mangé un truc qui lui a pas plu à midi. Mais non, ça n'a aucun rapport. C'est pas une question d'émotion et de sentiment. C'est juste un regard froid sur la technique et sur la mécanique. Parce que la scénarisation, c'est mécanique. Quelqu'un qui utilise les mauvais rouages, ça se voit. Ça roule pas. Ça tourne pas. Ça se voit. Et donc on se dit, ah, mauvais rouage. Ouais, et moi je n'évalue que ça. Et c'est en évaluant ça que je dis après si un scénario est plus ou moins bien écrit. Attention, après je dis pas que le scénario est mauvais, enfin au sens où je dis qu'il est mal écrit, qu'il ne fonctionne pas. Mais il y a des gens qui aiment ça. Par exemple, le grand public aime la simplicité. Donc un scénario qui est écrit à la va-vite va beaucoup plus plaire au grand public qu'un scénario complexe qui est réfléchi. Voilà. Et il y a des mangas qui le comprennent ça, qui sont complètement là-dedans. Il y a des mangas qui se disent, bah, on va faire très simple, on va faire naïf, voire un peu teubé même, voire. Et le grand public va accrocher. Et ça marche. Ça marche. Parce que c'est mathématique. Dans le grand public, c'est majoritairement des gens qui réfléchissent peu. C'est pas insultant hein, ce que je dis là. C'est pas des gens qui ont envie d'écrire des bouquins sur le contresens de la pensée de Descartes par rapport à celle de Spinoza. Voilà, les gens s'en fichent de ça. Les gens n'ont pas envie de réfléchir, ils ont envie de se divertir. Et il y a des auteurs qui ont conscience de ça, qui se disent, bah, puisqu'ils veulent se divertir, on va faire en sorte qu'ils aient pas besoin de réfléchir une seconde à ce qu'ils lisent. Et il y a des auteurs qui le font très bien. Voilà. Et du coup, bah, ces gars-là ont plus de succès que ceux qui, eux, pensent que la fiction, moi je suis plutôt de ce bord-là, la fiction peut élever les gens. Dans tous les sens du terme. Vraiment. C'est-à-dire que ça peut les faire grandir, ça peut les éduquer, ça peut placer quelque chose dans leur tête qui un jour leur sera utile. Comme je le dis parfois, au moment de voter, par exemple. Ils y réfléchiront. Ils diront, mais est-ce que le gars qu'on me présente comme étant le type intéressant du moment, est-ce que c'est vraiment lui qui est intéressant? Est-ce que ce qui a l'air séduisant est vraiment bien? Est-ce que tout ça, c'est pas notre cerveau qui nous joue des tours? Parfois, notre cerveau, il nous rend des choses séduisantes, qui sentent bon, etc., mais elles sont pas bonnes pour notre santé. Voilà. C'est ça que j'essaie de raconter, personnellement, mais il n'y a pas que moi. Hein. Genre, Alan Moore parle de ça aussi. C'est compliqué de parler de ça. Il y a Tacos qui dit Oda qui utilise une IA pour écrire son prochain arc. Ouais, Yamisama dit tel manga, je vais pas dire le nom. C'est le plus vendu, donc c'est le meilleur. Mais alors ça, c'est pas le problème de ce manga, c'est le problème du public. Et encore une fois, on retombe dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le public, si on lui dit tout le monde regarde cette série, tout le monde regarde ce film, tout le monde lit ce manga, le public se dit alors c'est que cette œuvre est bien. Parce que si tout le monde accorde sa confiance à cette œuvre, c'est qu'elle est bien. Je vous rappelle que Adolf Hitler a été élu par la majorité. Vous comprenez? C'est-à-dire que des gens ont dit eh, vous avez vu, tout le monde a voté pour lui. Donc c'est qu'il est bien. Le grand public se trompe autant qu'une seule personne. C'est-à-dire on a beau être des millions dans le grand public, on peut se tromper autant qu'une seule personne. C'est-à-dire que c'est pas le nombre de personnes qui sont d'accord avec une chose qui font que cette chose est vraie. Quand Albert Einstein a dit je déclare la fin, la mort de l'éther luminifère, qui était, je vous le rappelle, hein, le système sur lequel se basait la science pour ses calculs et autres, hein, qui était admis, hein,
C'était une espèce d'espace entre les objets qui permettait par exemple à la lumière de circuler. Quand il a déclaré la mort de l'éther luminifère, il s'est opposé à la majorité. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord avec ça. Pour certains, il est passé pour un fou. Certains se sont levés en entendant ça en se disant mais il est malade. Non, la majorité n'a pas raison. Évidemment que non. Si un scientifique vous dit la Terre est ronde, et il est tout seul, et si je compte le nombre de complotistes qui disent non, elle est plate, ils sont plus nombreux que lui. Mais c'est pas eux qui ont raison. Et oui, il faut penser à tout ça. Et les gens qui vont au cinéma en se disant bah tout le monde a été voir ce film, j'ai été voir la note, il y a une bonne note, c'est un bon film, ces gens-là se leurrent. Ce n'est pas à la majorité de décider, c'est à vous. Vous êtes tous vous seuls, vous êtes une majorité, vous êtes votre majorité. Votre corps est fait de milliers de particules, d'atomes, de cellules. Si vous voulez vraiment qu'on parle de quantité, alors à vous-même vous êtes un milliard tout seul. Eh oui, la majorité n'a pas toujours tort, mais elle a rarement raison. Je vous le dis. Voilà. Il suffit de voir les œuvres les plus populaires, ce sont les œuvres qu'on oublie le plus vite. Et oui. C'est assez rare, ça arrive hein, quand même, c'est assez rare que le grand public fasse le bon choix. C'est arrivé hein, dans l'histoire. Il y a le grand public parfois a aimé des choses qui sont encore là aujourd'hui et qui étaient vraiment de qualité. Mais c'est rare. Il y a la chance TV qui est dans qui dit, je vais dire ce qu'il dit, il est dans ma tête, tu es dans la zone neutre la chance TV. Je sais pas comment te classer encore. Je te mets ni dans le noir ni dans le blanc, tu es sur du gris. Tâche d'y rester. Et juste avant, il y a quelqu'un qui avait écrit qui était sur du noir. Et il faut pas le faire. Je suis pas cool avec ça. Je suis pas venu pour bloquer des gens. Donc ça me fait vraiment pas plaisir de le faire. Donc je vais lire ce que tu dis, la chance TV, mais ouais, fais gaffe. Je suis pas un streamer qui est là pour se faire aimer des gens. Je te préviens. C'est tout le contraire même. Donc il nous dit, après le scénario n'est pas forcément jugé comme critère déterminant sur la qualité globale d'une œuvre. Les gens ont-ils forcément tort de ne pas le prioriser? Mais les gens ne priorisent rien du tout, ils se posent même pas cette question-là. Déjà tu te poses trop de questions, la chance. Les gens consomment les divertissements comme une seule entité. Ils se demandent pas s'il y a une mise en scène, s'il y a un scénario, s'il y a des comédiens, s'il y a un producteur, s'il y a une thématique. Pour eux c'est un tout, déjà. Ceux qui commencent à faire des sections dans une œuvre sont ceux qui se posent des questions sur la construction de cette œuvre. Et ils ne sont pas plus pertinents que le public pour savoir si le divertissement est bon. D'ailleurs, en général, ces gars qui dissèquent les œuvres travaillent pour des boîtes de production qui leur demandent de faire ce qui va plaire au public. Donc ces gens qui dissèquent les œuvres vont prendre du public, montrer les œuvres, et tant que le public n'adhérera pas, ils recommenceront. Ce qui veut dire qu'à la fin, c'est pas les gars capables de savoir ce qui est bien ou pas qui décident, c'est le public. Au Japon, la qualité d'un manga est mesurée par son taux de vente. C'est-à-dire qu'un bon manga, c'est One Piece au Japon, ou Jujutsu Kaisen. Mais pas en Occident. Moi, je suis pas japonais, moi. Moi, je suis pas japonais. Moi, je préfère Fight Club à Ant-Man et la Guêpe. Et Ant-Man et la Guêpe, c'est largement plus vendu que Fight Club. Ça rapporte beaucoup plus d'argent. Au Japon, on considère que Ant-Man et la Guêpe, ou Thor Love and Thunder, qui font des chiffres colossaux en salle, au Japon, on considère que ça, c'est des bons films. Moi, je considère que Fight Club, qui s'est beaucoup moins vendu, ou Blade Runner, qui a fait très peu d'entrées à l'époque, Blade Runner, c'est des chefs-d'œuvre pour moi. Et oui. Donc, qui sommes-nous? Et qui es-tu, toi, la chance? Que juges-tu dans un film, dans une œuvre, dans un manga? Les qualités techniques intrinsèques qui parlent de l'esprit qui est derrière l'œuvre et qui nous dévoile un esprit brillant, ou une formule maintes fois réutilisée qui n'est là que pour séduire le grand public et faire de l'argent. Donc les Japonais jugent que si un manga se vend bien, c'est un bon manga. Stephen King aussi. Stephen King dit, vous voulez savoir si vous êtes un bon écrivain? Écrivez un livre, envoyez-le à un éditeur. Si l'éditeur est capable de vous payer, et là il donne le chiffre du premier cachet qu'il a touché sur Carrie. Donc si l'éditeur vous donne telle somme, je ne sais plus laquelle c'est, donc on va dire, je vais dire n'importe quoi, on va dire 50 000 $.
C'était peut-être 30 000 dollars. On va dire 30 000 dollars. Si l'éditeur vous donne 30 000 dollars pour votre livre, vous êtes un bon écrivain. Ça, c'est la définition de Stephen King. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que Stephen King, quand il a lu son livre Carrie, il l'a jeté à la poubelle. C'est sa femme qui a récupéré les pages et qui l'a incité à l'envoyer à un éditeur. C'est-à-dire que Stephen King n'aimait pas Carrie. Il a envoyé Carrie à un éditeur. L'éditeur, lui, a aimé Carrie et lui a donné de l'argent pour éditer Carrie. Carrie, c'est un livre qui s'est vendu tout à fait correctement. Mais il a fallu qu'il y ait un film, réalisé par Brian De Palma, pour que le tirage du bouquin s'envole et que Stephen King devienne la star du fantastique que l'on connaît aujourd'hui. Donc l'histoire, elle est complexe. Il faut prendre les détails pour tout comprendre. Tu vois que déjà, Stephen King n'aimait pas Carrie. L'éditeur, lui, a adoré. Et le film, qui est une excellente adaptation, a profité du talent d'un gars qui était très talentueux, qui s'appelait Brian De Palma, qui n'a pas fait beaucoup de bons films, mais qui a fait entre autres Phantom of the Paradise, qui est un pur chef-d'œuvre, sur lequel je ne veux même pas discuter. Je ne veux pas discuter. Phantom of the Paradise, pour moi, c'est un édifice du cinéma. Donc ce gars-là, quoi, a fait Carrie. Il a eu aussi, sur Shining, il a eu Stanley Kubrick. Sur Dead Zone, il a eu... Je crois que c'est John Carpenter, quand même. Si je dis pas de bêtises. C'est incroyable qu'un écrivain puisse profiter de réalisateurs aussi prodigieux pour mettre en avant son œuvre. Je vais dire un truc un peu étrange, mais même un romancier qui aurait été moyen, si son bouquin moyen est adapté par Stanley Kubrick, le gars deviendra un grand romancier. Tout le monde va acheter son bouquin. J'ai une BD en tête, je dirais pas son nom, en France, qui s'est pas du tout vendue. Et il y a eu un dessin animé sur cette BD, qui est à moitié bien, à moitié mauvais. La première moitié est très mauvaise, la seconde moitié est intéressante. Par contre, sa suite est vraiment pas bonne, mais je veux pas en parler. Et à partir du moment où il y a eu un animé de fait, enfin un dessin animé, parce que c'est plutôt un dessin animé, puisque c'est plutôt une BD, le premier volume s'est vendu, je crois, c'est de l'ordre de 500% de plus. Il s'est vendu 5 fois plus. Je sais pas si c'est même pas 1000% en fait. Le truc, il a décollé. Avant, il était sur le graphique, il était proche de zéro, et ensuite c'était un gratte-ciel, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est curieux, mais la fiction, en tout cas aujourd'hui, a besoin de supports médiatiques, visuels, animés, dynamiques, comme le cinéma, voilà, les séries télé, pour exister. Donc c'est intéressant de prendre ça en compte pour juger la valeur que prête le public à une œuvre. C'est-à-dire que le public a besoin quand même d'avoir... Je vais faire une image, mais c'est un peu comme un enfant dans un couffin. Il a besoin d'avoir des petits grelots colorés, qu'on lui agite sous le nez avec de la musique, pour prendre conscience de l'œuvre. Si tu lui mets le bouquin dans la main, il ne la voit pas. Et ça marche pour le manga aussi. C'est-à-dire que même un mauvais manga, s'il a une série animée, devient un manga acceptable. Et un bon manga, les gens ne s'y intéressent pas vraiment, mais s'il a une série animée, ils vont le découvrir. Pardon, mais je veux dire, c'est parlant. Ça veut dire qu'il faut agiter les mains, faire de la musique, faire des grands gestes. Et là, le public est capable de voir. Donc ça veut dire que quand le public... Bon, là, évidemment, je fais un raccourci, c'est pas vrai ce que je dis, mais quand le public lit un manga, il y a de fortes chances qu'il ne comprenne pas vraiment. Si c'est bien dessiné, il va apprécier. Si les personnages sont rigolos, s'ils font des petites vannes, ça lui plaira, il se dira « Ah, c'était un bon manga ». Mais ça se trouve, c'est pas du tout un bon manga. Donc le grand public a un côté un peu infantile, et il a besoin de grelots, de petites couleurs, de... Ah, ce que je dis là, personne ne le dirait, hein. Personne n'oserait le dire. Mais c'est un constat. Je ne l'ai pas décidé, c'est ce que je constate. Et vous le savez, ça fait longtemps que j'en parle. Hein. Si on analyse les méthodes des influenceurs sur YouTube, sur Twitch, il y a beaucoup ce que j'appelle le grelot, l'effet grelot. On fait beaucoup de bruit, vous voyez, c'est gousi-gousi au-dessus du bébé. C'est-à-dire que le grand public a un côté un peu infantile, et pour lui plaire, il faut faire des grimaces. Voilà. Vous remarquerez que Luffy, par exemple, hein, One Piece, il a toujours un sourire élastique énorme sur le faciès, sur les couvertures. Il a besoin de ça, le public. Est-ce que c'est une bonne chose? Je vous laisse en décider, mais j'ai ma petite idée. Il y a Rockmania qui est là, qui nous dit bonjour. Il y a Simon Docaspa qui nous dit Hello Yenke, j'ai entendu dire que le dernier chapeauté était plein de ressources en faisant ressentir une vaste palette d'émotions tout en s'adressant à une double audience enfant-adulte. Ça paye pas de mine, mais tu as eu l'occasion de le visionner. Oui, alors je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors c'est un film pas terrible. Désolé, le chapeauté. Par contre,
il y a de temps en temps, il y a la frame, alors ce que je dis est très sérieux, hein. La frame rate saute. Et il y a une technique d'animation qui survient mais pas longtemps, pendant 20 secondes, et ça arrive 3 ou 4 fois dans le film, et c'est hyper classe. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, il y a des passages qui sont hyper artistiques dans le chapeauté, et la seule chose qui est bien dans le chapeauté, c'est l'antagoniste qui est la mort, hein. C'est pas un spoil, mais les scénaristes, c'est marrant parce que dans ce que tu dis, je vois bien qu'il y a le discours des scénaristes en fait. Enfin, les scénaristes, les producteurs pensent avoir eu une grande idée alors que c'est une idée absolument basique. Euh, Ils sont convaincus que les gens n'ont pas capté que le loup qui poursuit le chat, c'est la mort. Sauf que dès le premier plan, il se bat, il a des faux dans la main. Il a des faux, enfin, ou des faucilles quoi. Il est sombre, il a une cagoule. Bon, il manque que la tête de mort, hein. C'est la mort. Et en plus, son ombre passe sous la porte. On voit bien qu'il est pas, il existe pas quoi. Son ombre passe sous la porte et il est capable de se glisser sous une porte fermée quoi. Bref, c'est la mort. Et en plus, à côté de ça, on a le personnage qui arrête pas de nous rappeler que c'est un chat qui a 9 vies. Et donc c'est sa dernière vie. Donc au moment où il nous rappelle ça, il est dans un bar, il y a un gars qui apparaît à côté de lui. Donc c'est très Walt Disney en plus, voilà, avec des petites faucilles. Et qui se bat mieux que lui alors que c'est censé être le héros, c'est un super combattant. Donc c'est évident, dès les premières secondes, c'est la mort. Mais on sait pas pourquoi, les producteurs pensent que les enfants s'en rendront pas compte et que les adultes le verront. Mais moi je pense que les enfants qui s'en rendent pas compte, ils vivent dans un film qui s'appelle Idiocratie quoi. C'est tellement évident, enfin je veux dire c'est énorme. Donc je suis pas d'accord avec le côté subtilité, le film n'est pas du tout subtil. C'est un film absolument premier degré. Par contre, il y a des prouesses techniques, parfois, quand la framerate saute. À un moment au début, il y a un passage que j'appellerais à la Shadow of the Colossus, Wanda Tokyozo. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un passage où il affronte un personnage énorme, très très grand. Et là, dans ce passage, justement, la framerate saute. J'appellerais ça la framerate. On dirait que c'est du 15 images par seconde. Ça fait même pas 30 images par seconde. Enfin, et ça donne un côté stop-mo très très agréable. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans le film. Je regrette juste une chose, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de passages comme ça. Voilà. Donc c'est pas un mauvais film. C'est un divertissement qui sait se regarder. Mais si on est exigeant, il est dispensable. Voilà. Il y a Villimar qui dit et dans l'animation, tu vois le contraire. La bonne animation cache un scénario cassé en deux. Jujutsu Kaisen. Alors, c'est pas pour jeter la pierre au Japon, mais et c'est pas pour aider Jujutsu Kaisen, mais Jujutsu Kaisen, c'est qu'un cas parmi d'autres. Les Japonais, en vérité, leur culture scénaristique n'est pas la même que la nôtre. Nous, c'est 1 plus 2 égale 3. Eux, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il n'y a jamais de résultat. C'est pour ça qu'à la fin, tout le monde râle. Parce que c'est 1 plus 1 plus 1. Et donc, chapitre final, plus 1. Et les gens disent, mais c'est pas une fin, ça. Et ils s'énervent contre Shingeki no Kyojin, etc. Parce qu'il n'y a pas de fin. Parce que les Japonais ne font pas des scénarios occidentaux. Nous, c'est 1 plus 2 égale 3. Il y a un début, un milieu, une fin. Donc la méthode Aristote. C'est-à-dire c'est la narration en 3 actes. Le récit en 3 actes. Voilà. Au Japon, tu prends le Yonkoma, c'est de la bande dessinée, en 4 cases. Donc déjà, eux, c'est pas 3, c'est 4. Yonkoma, c'est le minimalisme ultime, en fait, si tu veux, du manga, si vous voulez, du manga. C'est-à-dire que si on réduit le manga au maximum pour raconter une toute petite histoire, une petite vanne, c'est 4 cases. Yon, 4, Yonkoma, 4 cases. Voilà. Nous, on en aurait fait 3. Donc déjà, il y a des disparités. On va prendre l'Inde. J'ai vu que quelqu'un qui citait le film, qui est un film que moi, je suis complètement insensible. Les films indiens, j'y suis totalement insensible. Il y a juste la musique et les danses qui m'amusent. Mais les films, j'y suis insensible. Pourquoi j'y suis insensible? Parce que l'Inde a une façon d'écrire les scénarios, encore une fois, qui est très différente de l'Occident. Et je dis pas que c'est nous qui avons raison, hein. Ce que je dis, c'est que moi j'ai grandi avec cette façon-là de penser. Et c'est une façon de penser, alors c'est très troublant ce que je vais vous dire, c'est une façon de penser qui est cohérente avec le fait que l'Occident soit la partie du monde qui a innové dans la physique et la physique quantique. C'est-à-dire que c'est nous, en Occident, l'Italie, Galilée, c'est nous qui sommes les parents de la science et de la physique. Et la scénarisation, pour moi, c'est une science. Elle est mathématique. C'est pas du tout n'importe quoi. Je peux vous dire que dans Orion, tout ce que j'écris, il y a des chiffres, il y a des plans, c'est pas écrit au hasard. Et je suis sûr que vous le sentez parce que beaucoup de gens me disent je commence à lire Orion, je suis à la fin comme ça, un claquement de doigts. C'est le but. Je fais en sorte que vous ne vous ennuyiez jamais. Donc évidemment, ça se travaille. Et c'est un mécanisme. C'est-à-dire que je veux que le premier rouage dans lequel vous mettez le doigt vous emmène jusqu'à la fin. Et je l'avais expliqué
Par exemple, ça s'appelle le passing. Vous voyez, le passing, c'est le fait de prendre conscience qu'un récit peut devenir redondant. Donc le passing, c'est s'arranger pour que, vous voyez, je vous prends une image, quelque chose que tout le monde va comprendre. Dans un jeu vidéo, vous traversez un long couloir sombre, ça dure, ça dure, ça dure, c'est long, c'est lent. Et il y a une porte. Vous courez, vous voyez la porte, vous voyez la lumière sous la porte. Donc ça fait 10 minutes que vous traversez ce long couloir sombre. Vous ouvrez la porte, et derrière, vous savez ce qu'il y a? Un long couloir sombre. Le gars qui a fait ce jeu n'a pas pris en compte ce que j'appelle donc la science de la scénarisation. C'est de l'anti-passing, ça. C'est du contre-passing. Le bon passing, c'est vous ouvrez la porte. Et il y a une forêt verdoyante. Oui, ça peut paraître fou, hein, mais ça marche. Et vous avez d'un coup une forêt verdoyante avec des traits de lumière partout. Et votre cerveau, qui pendant longtemps a traversé un long couloir sombre, se retrouve face à une forêt verdoyante et de la lumière. Et ça vous fait du bien. Et vous avez envie de continuer à jouer. Voilà. Le passing, il y a plein de gens qui le prennent pas en compte. J'ai en tête un manga français, je ne citerai pas, où le gars au début, c'est une action qui dure longtemps sur le premier volume. Il y a zéro respect du passing. C'est con, c'est un mec qui dessine super bien. Vraiment. Mais zéro respect du passing. Et quand j'ai lu le truc, j'étais en sueur. Je me disais, mais personne, son éditeur ne lui a pas dit qu'il y avait un souci. Voilà. Mais le public ne le voit pas. Hein. Ça, le public ne le voit pas. Mais on le ressent. Pour savoir ce qu'on aime vraiment, il faut savoir ce qu'on revoit. Quels sont les films que vous revoyez, les livres que vous relisez, les mangas que vous relisez. Parce que souvent, si on vous demande quel est votre manga préféré, votre film préféré, votre série préférée, vous allez donner un nom. Pour savoir si vous vous trompez, parce qu'en fait, vous le donnez parce que vous l'avez en tête. Vous vous en souvenez. En vérité, il y a plein de trucs que vous aimez, mais vous oubliez sur le coup. D'ailleurs, si vous y réfléchissez après, vous disiez ah oui, j'aurais pu citer ça aussi, j'aime ça. Ah oui, j'aurais pu dire ça aussi. Pour savoir vraiment ce que vous aimez, quelles sont les œuvres que vous reconsommez régulièrement. Et là, vous savez ce que vous aimez vraiment. Ouais, c'est intéressant ça. Prenez une feuille et vous notez. Quelles sont les œuvres que vous revoyez tous les ans, par exemple. Et là, vous saurez ce que vous aimez vraiment. Donc même pour savoir ce qu'on aime, ça demande un effort cérébral. Vous voyez, c'est-à-dire que tout est science, tout est réflexion, et rien ne doit se faire à l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juger un truc parce qu'on l'aime ou parce qu'on l'aime pas, mais parce que il y a un schéma qu'on peut appliquer dessus, et on peut voir si l'auteur... C'est même pas une question de respect du schéma, si au moins il est au courant de ce schéma. Parce que c'est... La moindre des choses quand tu cours, c'est de mettre des chaussures. Si tu cours pieds nus, tu peux, hein. Tu as le droit. Mais, si tu n'es pas habitué à courir pieds nus, tu vas pas aller très loin. Et surtout, si tu vis dans un monde où tout le monde court avec des chaussures, bah, y a un mec qui va te marcher dessus avec sa chaussure, ça va te faire mal aux pieds. Voilà. C'est une logique, comme je le disais, quand on fait du foot, à bout d'un moment, quand on est dans le stade, au bout d'un moment, on doit s'habiller comme un footballeur. On doit avoir un short et un maillot. C'est très bien de vouloir être à contresens de tout, de vouloir faire le rebelle, de dire voilà, moi je vais casser les codes. Mais moi j'ai rien contre ça, moi-même je le fais de temps en temps. Mais pas si vous les maîtrisez pas. D'abord, faites les codes. Maîtrisez les codes. Une fois que vous les maîtrisez, après, si vous voulez vous rebeller contre eux, vous pouvez. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de voir des gens qui décident de choses sans maîtriser les autres. C'est-à-dire, avant d'écrire de la science-fiction, déjà essayez d'écrire de la réalité. Déjà, écrivez des histoires qui sont réelles. Et après, vous commencerez à implémenter de la science, du fantastique. Il faut commencer par la base. C'est avant d'essayer de dessiner la tête de Son Goku, faites un cercle déjà, parfaitement. Vous allez voir, c'est pas facile de faire un cercle parfait. Apprenez déjà à dessiner un cercle avant de vouloir faire la tête de Son Goku. C'est ce que je dis souvent dans la création, il faut commencer par les bases. Et l'écriture, c'est le respect des fondations. C'est comme une maison. Il faut respecter les fondations. Si vous respectez les fondations, votre maison tiendra le coup. Sinon, elle s'effondrera. Et vous pouvez bien être talentueux. J'ai en tête le nom d'un gars que j'aime beaucoup, dont je ne dirai pas son nom. Mais il est très doué pour ça. Il n'a pas besoin de fondation. Ça arrive. Mais c'est des cas exceptionnels. Lui, il n'en a pas besoin. Il est tellement doué que le mec, de toute façon, il vous parle. Vous allez l'écouter, vous serez suspendu à ses lèvres. Ce type est brillant. Il a une éloquence ouf. Oufissime même. Plus que ouf, vous voyez. Et ce gars-là, pour moi, c'est une exception. Du coup, lui, il pense, effectivement, qu'on n'a pas besoin de trop se prendre la tête avec ces choses-là. Mais oui, puisque lui, ça marche. Mais 90% des gens, 99,9% même des gens, ne sont pas comme lui. Et ont besoin de préparer leur discours, de le travailler. Et c'est là, je dirais, qu'il y a tout un débat, ça serait long d'en discuter. C'est-à-dire, les personnes talentueuses sont-elles les plus appropriées pour donner leur avis sur comment on doit bien faire les choses. Parce que, vous voyez, et en même temps, à contrario, quelqu'un qui ne sait pas faire les choses, une personne qui ne sait pas faire les choses, est-elle légitime pour dire comment les faire?
Donc là, on touche du doigt les script doctors qui n'ont jamais fait de film. Hein. C'est-à-dire qu'un script doctor, il vous dit comment écrire, il a jamais écrit en fait. C'est incroyable ça. Voilà. Donc moi, je suis partisan du fait que même si de temps en temps, il y a un génie qui arrive à obtenir des résultats sans passer par la complexité d'un esprit qui, lui, a schématisé, a utilisé une stratégie pour arriver à ses fins, même s'il y a de temps en temps un génie qui, du coup, ne comprend pas bien comment on doit comprendre les choses pour les faire, parce que lui n'en a pas besoin, malgré tout, je pense il vaut mieux quand même demander à des gens qui savent faire, malgré le risque de tomber sur un gars qui fait trop bien les choses pour pouvoir les expliquer. Voilà, je suis sûr que Toriyama... j'avais lu d'ailleurs, il existe une méthode, Toriyama explique, mais on n'apprend rien. Hein. Toriyama, il sait pas comment il est capable de faire ce qu'il fait. Et personne d'autre n'est capable de faire ce qu'il fait. Tout le monde a essayé de l'imiter, personne n'arrive à reproduire ce que fait Toriyama. Voilà. Toriyama, c'est ce qu'on appelle un génie, quoi. Alors après, la question peut être de savoir si on l'aime ou pas. Hein. Moi, je suis pas très fan. Hein. Moi, Dragon Ball, à l'époque où ça passait au Club Dorothée, dans le Club Dorothée, je préférais regarder Senseiya. Je suis pas hyper fan de Dragon Ball, mais en fait, j'adore Toriyama. Voilà, j'adore l'auteur. Et du coup, du fait que j'aime l'auteur, j'apprécie ses œuvres. Parce que je trouve que mais c'est un performeur en fait pour moi. C'est un type qui a une technique imprenable. Mais après, moi Son Goku, je m'en fous. Enfin, vous voyez, j'ai pas de poster Dragon Ball chez moi. Je les trouve plutôt moches, même les personnages de Dragon Ball. Ils ont des points noirs, ça me plaît pas. Mais c'est ce qui résonne chez moi quand je vois ce que fait Toriyama, c'est son travail en fait. Je trouve qu'il est d'une perfection absolue. On dirait qu'il dessine avec une règle. Et moi, ça me fout droit. Voilà. D'ailleurs, c'est un gars, je connaissais pas les mangas, j'ai commencé Dragon Ball par l'animé, je le dis souvent, et du coup, je croyais que c'était nul. Hein. Parce que moi, j'étais pas fan de l'animé, hein. Je trouvais ça, pour les enfants, pour moi, c'était un petit gamin avec une queue de singe, ça me faisait pas rire, l'humour pipi caca me faisait pas rire. C'était pas assez violent pour moi, je préférais, ouais, j'étais déjà un peu plus âgé, donc je préférais Senseiya où les mecs, quand même, ils se mettaient des patates à la vitesse de la lumière, c'était quelque chose, quoi. Et donc, un petit gamin dans la neige, là, je me souviens vaguement avec l'armée du ruban rouge, ça me faisait pas rêver. Et un jour, juste en manga entre les mains, c'était l'Arc Cell, qui est pas un des meilleurs, mais qui est quand même pas un des pires. Et c'était un passage avec Trunks, c'était l'arrivée de Trunks. Et donc c'était le manga, c'était en noir et blanc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est plus beau que le dessin animé. Je me suis dit, le dessin animé, il est nul en fait. Voilà. C'est pour vous dire la force de l'auteur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier Dragon Ball en fait. Et Dr Slump, et ces one-shots. En fait, c'est là que j'ai compris que derrière Dragon Ball, il y avait pas qu'une boîte de production, la Toei Animation, il y avait aussi un grand artiste qui s'appelle Akira Toriyama. Et à ce moment-là, au moment où j'ai lu ce passage dans l'Arc Cell, je me suis dit, mais en fait, personne ne voit le travail de ce mec. Il est caché derrière une couche d'animation, de dessin. Le dessinateur du dessin animé Dragon Ball, à l'époque, c'était Minoru Maeda. Et en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est pas le dessin de Toriyama, c'est le dessin de Minoru Maeda. Avec des petits défauts que n'a pas Toriyama. Des petites mollesses. Toriyama, il est rigide. C'est hyper carré ce qu'il fait. C'est du katakana, voilà. Parce que les katakana, c'est des lettres japonaises droites, vous voyez, très droites. Il est un peu plus hiragana, c'est plus dans la courbe, Minoru Maeda. Et moi, j'ai été stupéfait. Voilà, ma rencontre avec Toriyama m'a choqué. Et ma rencontre avec Toriyama, c'est pas l'anime Dragon Ball. Dragon Ball, en fait, c'est Minoru Maeda et c'est la Toei. Du coup, j'ai pas été bluffé. Donc c'est pour vous dire, je suis très sensible en fait au travail d'un auteur. Mais après, du coup, je suis très exigeant. J'en suis désolé, je m'excuse. Si des mangaka français sont parmi nous, je m'excuse auprès de vous. Je suis hyper exigeant. Si je dois parler de vous, je le fais pas en public parce que c'est dur de faire un manga et je sais ce que c'est. Donc je vous encourage. Mais si je dois vous dire ce que je pense de votre œuvre, je vous le dirai à vous, les yeux dans les yeux. Ah, vous allez me détester, hein, mais je vous dirai la vérité. Je vous dirai où vous devriez davantage travailler et ce que vous faites de bien aussi. Et je vous encouragerai à continuer. Parce que dans le manga français, il y a des gens très doués. Il y a des gens qui font des trucs très très bien. Il y a des très doués qui ont le bon sens de savoir qu'ils ne peuvent pas être doués en tout. Donc ils trouvent des subterfuges. Là, je pense à un que j'ai en tête qui dessine très bien et qui a trouvé un scénario qui dit pas grand chose. En fait. Et du coup, c'est parfait. Il est parfait parce que, comme il a compris qu'il n'était pas trop. La scénarisation, c'est pas trop son truc, il n'aime pas trop écrire. Son scénario, il est très timide en fait. Il est très très timoré. Mais comme il dessine très bien, ça passe très très bien. A contrario, il y a des gars qui dessinent bien et qui se disent je vais quand même essayer de créer un scénario et c'est une mauvaise idée. Voilà, quand on est parce que c'est un homme orchestre, un mangaka. Hein. Un mangaka, il est metteur en scène, il est tout seul, hein, il est scénariste, il est dessinateur, il est storyboarder, il encre, il fait les décors, hein, donc il est décorateur, parfois il fait de la couleur. Mais c'est un homme orchestre. Et
Avoir un seul talent, c'est déjà très rare. Avoir un seul talent, c'est déjà hyper rare. Mais en avoir deux, c'est encore plus rare. Et eux, ils ont plusieurs casquettes. Et vous les multipliez, ces casquettes. Donc forcément, dans tous ces métiers englobés dans le métier de mangaka, il y a un métier que vous ne saurez pas faire. Et c'est dommage d'être talentueux dans un ou deux métiers, ce qui est déjà énorme, hein, et de foutre en l'air votre œuvre juste parce qu'il y a un truc que vous ne maîtrisez pas. Le dialogue, c'est pas je fais ce que je veux, un dialogue. C'est de la musique, un dialogue. Hein. Il y a du rythme. C'est compliqué, un dialogue. Si je peux pas passer d'une bulle à l'autre sans regarder votre dessin et me plaire à lire, déjà il y a un truc qui va pas. Et il y a plein de mangas, même des mangas japonais, hein, parce qu'ils sont traduits après, du coup c'est le problème. Il faudrait les lire en japonais, parce que du coup je peux pas juger. Mais en tout cas, sur les traductions, il y a des trades qui marchent pas. Je passe d'une bulle à l'autre et ça va pas. Il manque quelque chose. Il y a pas de lien entre les deux bulles. C'est très très étrange. C'est ce que j'appelle la liste de courses. Vous voyez, on dirait une liste. C'est on remplit les bulles parce qu'il faut remplir les bulles, mais c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Alors, la Chantilly a un truc très juste. Il dit surtout qu'à l'époque, les animés fleuves type Dragon Ball ont tellement de longueur que c'en est insupportable. Alors absolument, et tu as raison déjà de le dire, parce que c'est important, on le dit pas assez. Dragon Ball, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dragon Ball et c'est à cause de ça. Et souvent, moi je dis aux gens, mais lisez Toriyama, ne lisez pas, ne regardez pas l'animé. Parce que Toriyama, il y a tout Dragon Ball jusqu'à Freezer, ça doit être moins de 20 volumes, je crois. C'est incroyable, ça va à une vitesse folle en fait. Alors que Freezer, le combat, ça doit être 30 épisodes. C'est du délire. Et en plus, il y a des fillers. Il y a quand même un épisode où Son Goku passe son permis de conduire avec Piccolo. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Son Goku passe son permis de conduire avec Piccolo. Je vous laisse un silence quand même pour que vous... Parce que je sais que vous l'avez tous vu, que vous vous êtes dit, ah, c'est un épisode rigolo. Mais maintenant que vous avez trouvé ça rigolo, analysez ça. Son Goku passe son permis de conduire avec Piccolo. C'est bon, on y est? On est sur la même longueur d'onde? Il y a un sérieux problème là. Je vous cite un autre filler dans la série Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, qui moi m'a choqué mais qui n'a choqué personne. Il y a ce que j'appelle l'épisode City Hunter. Il y a un épisode où les chevaliers se battent contre 3 chevaliers inventés, qui ne sont ni dans le manga ni nulle part ailleurs, que j'appelle les chevaliers de caoutchouc. Il y en a un, il a un bol de ramen renversé sur sa tête. C'est-à-dire qu'en fait c'est le chevalier de la méduse. Donc il a un chapeau qui ressemble un petit peu comme les chapeaux des assassins chinois. Vous voyez? Donc ça ressemble à un bol de soupe. Et il a comme des nouilles qui pendent tout autour, hein, comme comme une méduse. Puisque c'est le chevalier. Donc on dirait un bol de ramen renversé sur la tête. Donc c'est hideux. D'accord? Et ils ont, comme ça a été, il a fallu les dessiner rapidement, ils n'ont pas d'armure en fait. Ils ont une espèce de combinaison, on va dire, moule, comment on peut le dire gentiment, moule jambes. Moulante, voilà. Et c'est marrant parce que les moules et la méduse, bon bref. Et du coup, ces épisodes sont horribles. Et ce qui est amusant, c'est que on a l'impression que les chevaliers sont payés par une organisation pour enquêter sur ces gars-là. C'est l'épisode City Hunter. Puis à la fin, ils détruisent un bateau. Il manque juste la musique, vous savez. Il manque juste ça. Avant le générique de fin, et c'est City Hunter. Il est horrible ce filler. Et il y en a plein des comme ça. Voilà. Il y a même des personnages qui ont été introduits dans Senseiya, donc dans les Chevaliers du Zodiac, juste pour vendre. C'est-à-dire que c'est Bandai qui a demandé, par exemple, les Chevaliers d'Acier n'existent pas dans le manga. C'est pas les seuls, hein, le Chevalier de Cristal n'existe pas, mais le Chevalier de Cristal, il y a une histoire intéressante. Mais les Chevaliers d'Acier ont été créés pour vendre des produits dérivés. C'est-à-dire que ces 3 chevaliers qui interviennent, ils sortent de nulle part. Et ils se présentent eux-mêmes, donc déjà vous savez que là ça sent pas bon. Parce qu'en général, une bonne exposition, c'est pas le personnage qui se présente, c'est soit les événements, si vous êtes un bon scénariste, c'est-à-dire que c'est l'action à l'écran qui vous fait comprendre à qui vous avez affaire. Par exemple, il y a un personnage qui arrive et il se cogne contre une table. Vous voyez? Et il fait tomber, je sais pas, tous les bouquins d'un gars qui est en train de lire. Il remet ses lunettes, il dit pardon, c'est de l'exposition. Vous comprenez que le mec est un peu étourdi, qu'il est un peu dans la lune. Voilà, vous voyez? Après, évidemment, ça va continuer, hein, l'exposition, elle s'arrête pas là. Mais en une scène, vous comprenez qui est le personnage. Donc ça, c'est les bons scénaristes. Les mauvais scénaristes, c'est les très mauvais. Hein. C'est le personnage arrive et il dit vous savez, oui, moi j'aime beaucoup lire. Oh là là, j'adore lire. Je passe mon temps. Si j'avais le temps, je ferais que ça toute ma vie, lire. J'adore lire des livres. Voilà. Ça, c'est le très mauvais scénariste. Et le scénariste en demi-teinte, c'est le scénariste qui le fait dire à un autre. Il y a un autre personnage. Ça passe. C'est un autre personnage qui dit alors t'en es où de ton bouquin?
Et ils sont, mettons, il y a 3 personnages, et il dit à l'autre, ouais, il parle à un autre personnage, hein, pas à celui qui lit. Et il dit à l'autre, ah ouais, c'est Hubert, il adore lire, putain, il passe son temps à lire. Alors dès que j'ai envie d'acheter un bouquin, c'est lui que je demande. Là, si, là, il y a beaucoup de scénaristes qui utilisent cette méthode. Si vous êtes bon, elle se voit pas. Il faut être assez bon. Par exemple, merde, je peux pas citer ça parce que j'allais faire une erreur. Non, je peux pas citer ça. Je sais pas si je suis bon, d'accord? La question est pas là, on s'en fout. Mais j'ai essayé de, je sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé de faire ça, par exemple, dans Orion. Dans Orion, dans le premier volume, il y a Value et Cosa qui sont dans une, alors j'ai pas utilisé le mot taverne, ils sont dans un refuge avec Nirki et Mira qui sont attablés. Et il faut que les personnages se présentent. Et ben Cosa, vous voyez, il se présente pas directement. Revoyez cette scène. Tout est indirect dans cette scène. C'est Palk qui parle pour eux, puis Value qui parle pour Cosa. Tout est indirect. Il n'y a pas un personnage qui dit voilà, je suis ceci, cela. Relisez cette scène parce que ça a l'air de rien, mais vous verrez qu'évidemment elle a été pensée. Voilà. Donc c'est un bon cas. Bon après je sais pas si j'ai réussi, ça se trouve c'est nul, hein, je sais pas. Ça se trouve je suis minable, mais c'est l'idée. Voilà. Yami-sama nous dit en parlant d'humour, c'est l'une des choses les plus difficiles à écrire, je trouve, tant c'est subjectif. Tu as raison, Yami-sama. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point c'est très dur d'écrire de l'humour. Je vais vous donner un conseil si vous voulez écrire de l'humour, mais c'est un conseil étrange. Hein. N'en écrivez pas. Je laisse passer ces 3 petits points. N'en écrivez pas. Je vais vous dire un truc. Ce qui est drôle, c'est ce qui est naturel. C'est-à-dire que plus on essaie d'être drôle, c'est-à-dire plus on a conscience d'écrire de l'humour, et moins ça l'est. Ce qui est drôle, c'est l'humour qui n'est pas voulu. C'est-à-dire que vous écrivez une scène, mettons 2 personnages. Moi j'adore par exemple dans Orion, Nirki et Rano. Donc je vous rappelle qu'Orion c'est un manga. Hein. Vous pouvez le trouver sur Amazon, il y a 4 volumes. Dans Orion, Nirki et Rano, je sais que vous les trouvez drôles. Mais j'ai pas voulu qu'ils soient drôles. Je l'ai pas fait exprès. Tout ce que je voulais, c'est que Rano soit une forte tête, qui n'obéit pas à sa sœur, et que Nirki, c'est une petite maline qui se fout de la gueule de son frangin dès qu'elle le peut. Elle le rabaisse. Et ça crée une situation assez drôle. Voilà. Mais c'est pas voulu. C'est l'alchimie de ces 2 caractères qui font que de toute façon, vu qu'ils sont comme ça, quand j'écris, je suis obligé de me mettre à leur place. Et ce qu'ils disent finit par être drôle. Par exemple, dans le volume 5, mais je peux pas spoiler, donc je vous dirai pas, mais il y a une phrase d'Orano qui me fait beaucoup rire. Je vous le dis, c'est un hors-bulle qui arrive vers la fin du bouquin. Et c'est une phrase que je trouve absolument égoïste. Et qui passe comme ça, on n'est même pas obligé de la lire, c'est un hors-bulle. Elle est même pas dans une bulle. Rano est tout petit et il dit ça. Et avec Naibi, c'est la phrase qu'on répète tout le temps. On rigole tout le temps. Elle nous fait rire en fait. Mais quand je l'ai écrite, je me suis pas dit que je voulais être drôle. Je me suis dit que c'était ce que Rano aurait dit. Et en la relisant, j'ai souri, je me suis dit tiens, ça marche bien. Voilà, c'est tout. Ah, Villemar me pose une question que je refuserais presque de lire. C'est la question piège, c'est la question sensible. Il dit il y a une date de prévue pour le prochain tome. Alors si je jouais le jeu de l'éditeur, je vous dirais oui, parce que l'éditeur m'a donné une date. Mais je ne vais pas jouer le jeu de l'éditeur. Parce que moi je suis du côté de l'artiste, je suis du côté d'Enaibi moi. Donc la date, c'est Enaibi qui la décidera. Donc je vous la dirai quand elle l'aura décidé. Il y a Villimar qui dit mon personnage préféré c'est Lynn. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce que c'est... Bon, il y a des choses que je sais pas si je peux vous les dire, mais c'est pas des spoils ou autre. Non, c'est par rapport à moi. Moi, il y a des personnages que je considère, si vous voulez, qui sont encore dans un cocon. Il y a des personnages dans Orion, je les ai fait intervenir, mais ils sont en pause, ils sont en attente. Ils sont en attente de devenir. Voilà. Et pour moi, Lynn en fait partie, par exemple. Voilà, j'hésite à le dire, mais voilà. Pour moi, Lynn, elle est dans un cocon. Alors, ça m'amuse, parce que tu n'es pas le seul, il y en a d'autres qui l'aiment beaucoup. Ça m'amuse, qu'on me dise déjà qu'elle leur plaît, alors que... Ok, elle a une super scène dans le 4, à la fin. Il y a un dialogue, elle a une super... Ça, j'admets. C'est vrai que le cocon, j'admets, le cocon s'ouvre un petit peu, là. C'est vrai, on voit la chrysalide. Mais il y a une scène qui... Bon, il va falloir attendre au moins 3 ou 4 volumes. Mais à un moment, elle va avoir un... Il y a un conflit, on va le dire comme ça.
qui va la révéler en fait. Et en fait, j'ai hâte d'y être. J'aime pas trop les personnages dans des cocons. Voilà. Moi, j'aime bien que les personnages se révèlent. Et j'en ai plein dans Orion qui sont dans des cocons parce qu'il y a trop de personnages et je peux pas ouvrir tous les cocons. Sinon, ça serait un capharnaüm. Enfin, vous voyez, ça serait un bordel sans nom. Ce que j'écris dans Orion, ça porte un nom. Hein. Ça s'appelle un récit choral. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de mettre plein de personnages en scène. Moi, j'adore ça. Voilà, donc, je fais du récit choral. Orion, c'est un récit particulier. Oui, il y a un nom, c'est pas. Et dans le volume 5, il y a basiquement 2 personnages qui apparaissent, de plus, dans le volume 5. Ouais. Vous voyez, donc, il y a tout le temps des personnages qui apparaissent. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que celui que vous allez le moins voir, il y en a un, il apparaît de 2 façons. Il est évoqué textuellement et il est montré visuellement, mais rarement les deux ensemble. Et ça, c'est intéressant. Donc il y a un personnage qui apparaît dans le volume 5, qui est un personnage qui clignote, je vais le dire comme ça. C'est un personnage qui scintille en fait. Il échappe à votre vision, il est là. Et si vous relisez, je pense, si vous faites attention en le lisant, vous le comprendrez. Sinon, il faudra relire, mais il y a un personnage qui est absolument et qui est un personnage très important. Et il scintille en fait. Il n'est pas du tout. Alors ça j'aime bien expérimenter des choses. Il est amené de 2 façons. Alors c'est en scénarisation, il y a, en gros, il y a des mots qu'on utilise pour ça. Il y a la diégèse et la mimésis. Donc la diégèse, c'est ce qui est raconté. La mimésis, c'est ce qui est montré. Et en général, elles travaillent ensemble. Mais parfois, on dit des choses qu'on ne voit pas. Et parfois, on voit des choses, mais elles ne sont pas dites. Et avec ce personnage-là, je me suis amusé avec la diégèse et la mimésis. C'est-à-dire que ce personnage, ça fait déjà plusieurs volumes en fait, hein, qu'il est évoqué. Et dans le volume 5, la mimésis et la diégèse arrivent en même temps, sans s'accorder. Elles arrivent dans des chapitres différents. C'est-à-dire qu'il y a... D'abord, il y a un peu de mimésis, un peu de diégèse, un peu de mimésis. Et pourtant, c'est le même personnage. Et j'ai hâte, j'ai hâte de voir comment vous allez réagir à ça. Mais vous voyez, c'est passionnant en fait, l'écriture. C'est passionnant parce que c'est une science. C'est-à-dire que c'est comme, vous voyez, comme quand vous avez un nouveau logiciel qui est très complexe. Genre une espèce de nouveau Photoshop, mais plus compliqué que Photoshop. Ou un jeu vidéo, très compliqué. Où il faut gérer des skills, les armures, les morceaux d'armure, les pièces que vous allez mettre dans l'armure pour donner des pouvoirs à l'armure, l'arme que vous allez utiliser, qui va rentrer ça porte un nom, en symbiose avec les autres éléments. Et tout ça, plus les skills du personnage lui-même, plus la potion que vous prenez qui va vous donner un skill, tout ça crée plus qu'une symbiose, c'est une synergie. Et c'est ça la perfection. Eh bien, la scénarisation, c'est créer des synergies. Il faut que tous les éléments que vous utilisez entrent en synergie. Moi, je suis passionné, je l'admets, je suis passionné. Donc quand je vois des gens qui ne font pas ça, ça m'attriste. Voilà. Je me dis, vous avez le plus bel outil au monde entre les mains, la fiction. Et tout ce que vous faites, c'est essayer de raconter une histoire comme vous l'avez vu fait dans d'autres mangas ou dans une série télé. Sans prendre le risque d'utiliser les outils. Je regrette ça. Voilà. Mais après, je suis passionné. Je dis pas que j'ai raison. Hein. Moi, je suis passionné, donc je dois avoir tort en fait. Mais je suis convaincu que les plus belles œuvres sont les œuvres qui sont faites avec passion. Watchmen est l'œuvre d'un passionné. Voilà. Alan Moore est un passionné de fiction, un passionné d'écriture, un passionné même des mécanismes d'écriture. Mais pas que les mécanismes à la Script Doctor. Lui, carrément, ce qui l'intéresse, c'est la naissance du langage, la naissance de pourquoi on écrit. À quoi a servi la fiction à travers les âges? Pourquoi les Égyptiens, je crois que c'est un peu même si avant eux il y avait les Sumériens, mais avec principalement, je ne retrouverai pas son nom, le roi, oh je ne retrouverai pas son nom. Si quelqu'un a une bonne culture Final Fantasy et qui se rappelle de Final Fantasy V, il y a une bataille sur un pont qui est très célèbre à cause de la musique, qui est la musique préférée de tout le monde. Gilgamesh, voilà. Et il y a un boss qui s'appelle Gilgamesh dans ce chapitre-là. Il faut être gros fan de Final Fantasy, surtout le 5. Et ah bah voilà, Kenil qui le dit. Bon, il a écrit Gilfamesh, mais c'est Gilgamesh. Et Gilgamesh, désolé, j'ai pas le clavier sous les yeux, je sais pas si le F est à côté du G. Alors je sais pas si tu t'es trompé en cliquant, c'est possible. Ça se trouve, tu as voulu écrire Gilgamesh.
Et Gilgamesh, en fait, c'est considéré comme le premier récit de fiction. Je ne sais pas si c'est le vrai, mais en tout cas, c'est considéré comme le premier récit de fiction. Et c'est très proche de Conan le Barbare. C'est-à-dire qu'il a un ami avec lui, un peu comme Conan, si vous avez vu le film, par exemple, si vous avez lu le livre d'Howard. Moi, j'avais lu un gros bouquin où en fait il y avait tous les meilleurs récits de Conan. C'était pas agréable à lire, ça a beaucoup vieilli, mais c'était intéressant parce que je me suis rendu compte que le film piochait dans tous les récits. Le film est un vrai condensé en fait de toutes les bonnes idées. Donc il y a eu un vrai travail de fond du gars qui a adapté Conan le Barbare. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Conan, mais Conan c'est un petit peu la base, si vous voulez. C'est-à-dire que vous commencez à écrire, donc Conan c'est l'archétype. C'est le héros archétypal, c'est le récit archétypal, voilà. Et Gilgamesh, en fait, voilà, c'est la fiction. Alors, ce qui est amusant, c'est que la Bible a pris beaucoup de choses à Gilgamesh, mais elle a pris à beaucoup d'autres cultures. La Bible, c'est un plagiat de plein d'autres cultures. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un truc, faut pas trop en parler avec moi. Je suis pas très gentil avec les gens qui disent il y a tout dans la Bible. Il y a des gens qui écrivent et qui disent la Bible, il y avait, c'est le scénario ultime, il y a tout dedans. Non. La Bible a pris à d'autres, en plus, elle a mal pris et elle a mal adapté. Et s'il y a bien un truc à ne pas lire, à ne pas utiliser comme support, c'est la Bible. La Bible est un très mauvais scénario. Voilà. Il n'y a qu'à la lire, hein. Vous la lisez, ça n'a pas de sens. Hein. C'est n'importe quoi. Et même à l'époque, ça n'en avait pas déjà. Hein. C'est écrit avec le manque de talent, pour rester poli. Et donc, ouais, les premiers récits, c'est intéressant, donc je parlais d'Alan Moore, de se poser la question pourquoi à un moment on a tenté de suspendre la crédulité du lecteur, de l'auditeur, celui qui écoute. Pourquoi le conte, le fait de raconter, s'est rendu compte qu'en racontant son histoire, il pouvait faire peur, émouvoir, voire même accaparer l'esprit. Parce que quand vous racontez une histoire vraiment prenante, si vous avez un parterre d'enfants, vous allez voir, ils ont tous la bouche ouverte. C'est-à-dire que le temps s'est arrêté pour eux. Ils vous écoutent et ils veulent savoir. Et moi, je l'ai vécu ça. Gamin, j'ai eu de la chance, j'ai eu des professeurs qui m'ont raconté des histoires. J'ai assisté très très tôt à des marionnettes. Vous voyez, c'était vous savez, des gars cachés derrière un truc avec des marionnettes qui se racontaient des histoires. Et ça me faisait un effet bof. Du coup, je suis marqué par Jim Henson, la Jim Henson Company. C'est-à-dire, vous savez, Fraggle Rock, Dark Crystal, Star Wars, du coup. Hein, parce que vous avez beaucoup d'effets spéciaux sur la trilogie. Surtout sur le troisième, l'Empire contre-attaque. Mais déjà Yoda, hein, Yoda c'est Frank Oz, donc l'animateur. Et c'est déjà une créature de la Jim Henson Company. Donc j'ai été très marqué par ça. Parce que c'était une façon c'était un peu comme du dessin animé dans le monde réel, quoi. Parce que les créatures, les marionnettes, en fait, vous pouvez les toucher, elles existent. Mais c'est des créatures qui n'existent pas. Et c'est intéressant, ça. Ce lien. Moi, j'aime beaucoup les marionnettes, en fait. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde d'Alorien, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont réalisés avec des vraies marionnettes. D'ailleurs, le premier épisode de la nouvelle saison, c'est la saison 3 ou 4, vous remarquerez que le petit Yoda, bébé Yoda, il l'appelle comment Grogu, là, il a un nom comme ça. Grogu, manifestement, ils ont essayé d'utiliser le moins d'images de synthèse. Pendant tout l'épisode, c'est une marionnette, enfin, c'est un Muppet, enfin, c'est un puppet. Je sais pas comment dire, c'est une figurine. Et c'est troublant, moi, je trouve. Qu'aujourd'hui, alors qu'on a la synthèse, on comprenne encore qu'en fait, quand le personnage est réellement filmé, c'est beaucoup plus marquant pour l'esprit. C'est-à-dire que le personnage est là avec les comédiens, déjà c'est mieux pour les comédiens, et même pour le spectateur, tu sens qu'il est là, quoi. C'est pas un truc reproduit en synthèse. Ouais, et ça fait une différence, vraiment. Je suis convaincu que si demain un gars fait un film d'horreur où il utilise que des choses vraies, c'est que maintenant je sais pas, il y a une araignée géante, mais en fait elle est en animatronique, je suis convaincu que ça sera beaucoup plus effrayant. Et je rêve de ça d'ailleurs, hein. Une prod d'un film qui mettrait beaucoup d'argent pour réaliser une créature complexe. Pas du tout humanoïde, hein, c'est vraiment un truc complexe à faire, hein, ouais, comme une espèce d'araignée géante, et qui serait entièrement animé, et ça demanderait des années de travail. Je rêve de voir ça, j'avoue. Villimard dit Dark Crystal m'avait fait des cauchemars m'avait fait faire des cauchemars quand j'étais petit. Et il y a de quoi, hein, parce que les personnages que tu vois à l'écran, ils existent. Et il y a cette scène troublante dans Dark Crystal où il y a je sais plus le nom, il y a une race de petits bonhommes, en gros c'est les paysans dans l'histoire. Hein. Je ramène tout pour moi un scénario c'est des archétypes. Et en fait dans Dark Crystal, malgré qu'ils aient des noms différents, il y a les sages, il y a les paysans qui sont enlevés par le pouvoir, par le gouvernement. Le gouvernement c'est c'est les Skeksis. Si vous n'aimez pas le gouvernement français actuel, si vous êtes un peu jeune mais quand même que vous prenez conscience qu'en ce moment
On a une mafia en fait qui gouverne le pays. Revoyez Dark Crystal et regardez les Skeksis. Les Skeksis, c'est des vautours et en fait c'est des politiciens. C'est la critique de la politique par Jim Henson. Donc c'est des vautours. Il y en a un qui fait toujours un bruit comme ça. Voilà. Qui est un des pires. C'est le seul gars qui retourne sa veste. Voilà, c'est un des pires. Et c'est très intéressant parce que donc ils ont besoin d'une énergie qui les rajeunit. Et ils vont chercher les paysans. Vous comprenez? Donc les paysans, c'est nous en fait. Ils vont chercher le petit peuple et ils le mettent face à une espèce de fragment de cristal comme ça qui aspire à l'énergie. Et il y a une scène qui est marquante pour les enfants. C'est cette scène où un de ces petits paysans, c'est une espèce de petit, ça ressemble à un petit Yoda, vous voyez, un petit Yoda mais pas vieux, jeune quoi, tout rond, un petit Fraggle Rock, un petit Fraggle. Et il l'attache à cette machine et le cristal aspire son énergie. Et les yeux deviennent tout blancs avec un seul point. C'est effrayant pour un enfant. Et on voit la marionnette qui est comme aspirée vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont fait, c'est un effet spécial où elle se flétrit en fait. Vous voyez, vous avez une marionnette qui est plutôt mignonne. Et d'un coup, en fait, elle maigrit comme si elle avait un squelette à l'intérieur. C'est hyper marquant. C'est hyper marquant. Moi, j'ai eu de la chance. Mon père m'a amené le voir au cinéma. On était en famille. Et alors, je l'ai vu en VO au cinéma. Alors que j'avais même pas 10 ans. Hein, en VO. Et donc, je lisais. Et pour un gamin, quand t'es tout petit, voir un film au cinéma comme ça, avec du texte, ça pourrait sembler poser problème, mais pas du tout. J'ai eu, à la fin du film, j'ai eu l'impression d'avoir entendu les voix. Alors que je lisais. Et j'ai adoré. Voilà, Dark Crystal. Et mon seul regret, c'est que Dark Crystal Resistance, la série qui a été diffusée sur Netflix, qui est excellente, n'aura pas de seconde saison. Et c'est mon seul regret, parce que je l'ai trouvé très très bien. Voilà, je vous la recommande. Hein. Si vous n'avez pas vu Dark Crystal Resistance, allez-y. C'est du très très bon. Villemar dit, il y a aussi le moment où il y a un vieux qui part en poussière. Ouais, c'est touchant ça. C'est pas effrayant, mais c'est touchant. Parce que le film, par exposition, nous fait très bien comprendre que ces vieux, qui ont 4 bras, c'est la sagesse du monde. Et il y a un proverbe africain très juste, qui dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on a perdu en Occident. On a oublié ça en Occident. On a oublié que quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, c'est un livre vivant. Et on ne respecte plus les anciens. Vous savez qu'au Japon, on dit, et c'est vrai, les Japonais sont hyper rigoureux, ils sont hyper rigides pour tout ce qui est travail. C'est l'enfer au Japon. Travailler quand tu n'es pas japonais, si tu n'as pas cette culture, travailler dans une boîte japonaise, c'est compliqué. Je me souviens d'une anecdote d'un employé japonais, dans une boîte sérieuse, dure, qui a raconté qu'une des employées, pendant que tout le monde travaillait, regardait la télé. Elle avait une télé portative, vous savez, qui tenait dans la main, vous voyez, un peu comme la console de NEC, la PC Engine GT. Vous voyez la GT, qui s'appelle la Turbo... Elle a un nom ridicule, la Turbo 16, je sais pas quoi. Enfin, aux États-Unis, elle a un nom comme tout ce que font les Américains, bref. Elle a un nom ridicule. Enfin, la PC Engine GT, donc c'est une console portable. Elle a le format d'une Game Boy, mais c'est 2 Game Boy l'une sur l'autre. Hein. Elle est hyper épaisse. Et on pouvait voir la télé là-dessus. Vous voyez ? Et d'ailleurs c'est marrant parce que sur la mienne j'ai toujours le module télé, moi je l'avais récupéré, même si on peut pas. Et parfois je le recherche, j'entendais des sons, des voix, ouais c'était très curieux, voilà. Mais c'est une autre époque. C'est une époque merveilleuse. Mais bref, pour ces choses-là, tout n'était pas bien, mais ça c'est amusant. Le côté expérimental de la technologie, c'était chouette. Et donc il y avait ce gars-là racontait qu'une des employées, une japonaise, regardait la télé pendant que les autres bossaient. Et donc ça peut pas être choquant parce qu'on se dit c'est bizarre au Japon ils sont hyper rigoureux, pourquoi ils la laissent faire. Et il rajoutait en fait elle était âgée, c'était une ancienne, c'est les aînés quoi. Et au Japon quand tu es âgé dans une boîte tu fais ce que tu veux, on te respecte. C'est-à-dire que t'as fait ton travail en fait. Et je trouve ça beau. Voilà, moi j'ai travaillé en France dans des boîtes, je peux vous dire que c'est un chenil, hein. C'est des chiens qui se mordent, hein. Qu'importe l'âge que tu as. Hein. Moi j'ai vu des vieux qui étaient, vous savez, l'œil éteint. C'est-à-dire qu'à force d'avoir travaillé à la lumière, vous voyez ce que je veux dire? L'œil délavé, les cheveux évidemment gris, et les petits jeunes qui arrivaient, qui les traitaient comme des moins que rien. Parce qu'ils disaient, oui, c'est moi qui fais le travail. Ouais, mais moi j'étais à côté, je me disais, mais attends, toi t'es dans la force de l'âge, t'es capable d'abattre 10 fois ce que fait ce gars-là. Et ce gars-là, ça fait 70 ans, là, bien. Hein, je sais pas où on en est au niveau des réformes de retraite, mais ça fait 50 ans
qui fait ce qu'il fait, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Toi, tu viens d'arriver, enfin, comment tu peux te montrer si dur? C'est, on est très, je vais dire un truc étrange, hein, mais on est très, très brutal en fait en Occident. On est très barbare pour beaucoup de choses. On est de vrais barbares en Occident. Politiquement, artistiquement, on est des barbares. Voilà. On a peu de sensibilité. On en a, hein, attention. Hein, et heureusement, on a de grands réalisateurs, de grands écrivains, mais c'est très rare. Globalement, on est rustre. Ouais, globalement. Ça m'attriste un peu, ça, mais bon, c'est comme ça. Il y a la Chance TV qui nous dit moi, c'est l'entité dans le voyage de Chihiro qui me faisait flipper. Je ne saurais pas dire pourquoi. Ah, parce qu'il a ni expression ni forme, parce qu'il a un masque. Donc c'est, et puis c'est encore une fois, hein, c'est quasiment une allégorie de la mort. Hein. Donc il est très inquiétant parce que c'est dans notre culture en fait. En Occident, on a quand même un bagage et religieux et culturel qui est carrément séculaire, hein, de plusieurs siècles, où on nous a forgé à avoir peur de certaines images. C'est-à-dire la mort avec sa faux, qui est une vieille image hein, aujourd'hui, avec sa cagoule noire, etc. C'est des choses qui nous font pas peur, mais qui sont ancrées en nous. Et il suffit de les moderniser pour qu'elles soient effrayantes. Et je pense que c'est un peu ce qu'a fait Hayao Miyazaki avec cette créature. Et elle nous parle au fond de nous, mais on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'elle parle à notre subconscient, à notre bagage culturel occidental. Et effectivement, c'est une créature qui est inquiétante. Elle est très bien faite. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est le point fort du film. Pour moi, c'est le point fort du film. Voilà. Moi, j'admire Hayao Miyazaki, mais pour moi, il est mort. Enfin, il est mort. Pour moi, il s'est brisé avec Mononoke Hime. C'est compliqué. Il faudrait raconter toute l'histoire. Mais Mononoke Hime, c'est le film qui a failli tuer les studios Ghibli. Et je vais vous dire un truc. En fait, c'est le film qui a tué les studios Ghibli. Voilà. C'est que l'histoire plaisante, c'est il a failli, mais c'est pas le cas. Et donc, c'est toujours le studio Ghibli. L'histoire que j'ai envie de vous raconter moi, qui est l'histoire vraie, hein, mais moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est mon interprétation, c'est que les faits sont vrais, mais moi j'en déduis pas la même chose que les gars qui bossent dedans, on va dire ça comme ça. Mais après ils bossent dedans, sont-ils objectifs? Bon bref. Mononoke Hime c'est un film qui a dépassé le budget qui lui était alloué de façon dangereuse. C'est-à-dire qu'il a coûté beaucoup trop cher et le studio Ghibli ne pouvait plus payer. Donc c'était soit la clé sous la porte, soit trouver un producteur qui allait pouvoir mettre de l'argent dans le film pour le terminer. Donc c'est la faute de Miyazaki, qui a vu trop gros, voilà, mais on peut pas lui lancer la pierre parce que n'est-ce pas finalement le but d'un auteur de se dépasser? Donc moi je jette pas la pierre, il a fait son travail d'auteur. Mais pas de chance, le studio Ghibli n'avait pas les reins assez solides. Et là il s'est passé un truc problématique, c'est que la boîte qui a décidé d'investir, de glisser, de produire, d'injecter de l'argent dans le film, c'est Walt Disney. Je laisse un blanc, hein, parce qu'il est rare que Walt Disney n'ait pas détruit un truc auquel il est touché. Je pense que si on faisait une liste de tout ce que Walt Disney a détruit, et si on cherchait dans l'histoire de la fiction quelles autres boîtes ont détruit autant d'œuvres, je pense que Walt Disney serait gagnant, ce serait le premier, et je pense que pas loin derrière, il y aurait Microsoft. Microsoft a fait beaucoup de mal aussi. Je pense à des boîtes comme Rare Software, qui étaient incroyables, qui une fois qu'elles sont parties chez Microsoft, c'est devenu catastrophique. Voilà. Et c'est pas les seuls. Dans l'histoire du monde du jeu vidéo, il y a beaucoup de boîtes qui ont été, au moment où Microsoft avait un peu de succès, au moment où ils pensaient pouvoir battre Sony, ils ont acheté beaucoup de petites boîtes, et ces boîtes sont toutes mortes. Bref. Et c'était des gens talentueux, pourtant, c'est dommage. Je pense que Kinect, par exemple, y est pour beaucoup. Parce que il y a si vous connaissez Molineux, vous voyez le créateur de jeu, Molineux le raconte ça. Il dit que c'était Lionhead, sa boîte, et Microsoft a débarqué et ils ont dit bah voilà, on a un truc génial qui s'appelle Kinect, vous allez développer là-dessus. Donc du coup, les mecs, ils se sont mis à faire un truc qui leur ressemblait pas, et ils ont travaillé pour un projet qui de toute façon s'est cassé la gueule. Donc, dans une époque où les jeux vidéo commençaient à coûter des millions, quand un jeu vidéo ne marche pas, c'est une boîte qui s'effondre. Aujourd'hui, vous savez, l'échec d'un Assassin's Creed, pour vous, vous dites c'est juste un épisode d'Assassin's Creed qui échoue. Mais c'est un truc qui a coûté 30 millions de dollars, quoi. C'est énorme.
pour une boîte. Aujourd'hui, une grosse boîte ne peut pas se permettre d'avoir un seul échec. Parce que les jeux coûtent trop cher. C'est pour ça qu'on revient un petit peu aux jeux indépendants, des jeux qui coûtent moins cher, parce que du coup on peut se permettre des libertés. Aujourd'hui, si le jeu ne plaît pas, c'est pour ça que les jeux aujourd'hui, il y a des mises à jour, c'est-à-dire que même un jeu qui ne marche pas, on peut pas le laisser tomber, quoi. Pendant 1 an, 2 ans, on va le suivre, et on va faire en sorte qu'il se vende. Parce que trop d'argent est injecté. Ouais, il y a des cas comme ça, il y a un jeu de Sony, voilà, je ne sais plus le nom, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, où ça fait, je sais pas, 3-4 ans qu'il y a des mises à jour. Parce il est sorti, il a déçu, et maintenant c'est un très bon jeu. Parce que ça fait 4 ans qu'il rajoute du contenu. Voilà, c'est toujours comme ça. Et du coup, je ne sais plus de quoi je suis parti. De quoi je parlais juste avant. On parlait de budget. Ah oui, Miyazaki. Et donc, Walt Disney a commencé à devenir un peu décisionnaire, hein, pour le studio Ghibli. Et à partir de là, pour moi, Ghibli a perdu quelque chose. C'est-à-dire qu'après Mononoke Hime, j'admets que Mononoke Hime est un très beau film, même si les ombres portées sont réalisées en CG. Moi, je le vois. Voilà. Les gens ne le voient pas, moi je le vois. Pourquoi? Parce que dans les autres films, quand un personnage tourne, l'ombre suit la lumière. C'est pas le cas c'est rarement le cas dans Mononoke Hime. Et moi, ça me fait drôle. Du coup, ce côté artisanal qui était très Miyazaki, parce que Miyazaki c'est un perfectionniste, ça m'a fait drôle de pas l'avoir dans Mononoke Hime. Mais le film est magnifique. La BO est la dernière bonne BO de Joe Hisaishi. Donc j'ai rien à dire. Pour moi, c'est un au revoir en fait, Mononoke Hime. C'est le dernier grand film de Miyazaki. Et après, ce qui se passe est bizarre. Ce que produit Miyazaki ensuite, ça reste bien, hein. Ça reste les plus beaux films d'animation du monde. Hein. Je dis pas ça, mais c'est plus pareil. Il y a un truc qui s'est cassé. Et je vois bien que de film en film, ils essaient de le recoller, mais ils n'y arrivent pas. Alors, je vous passe les détails sur le fils de Miyazaki qui rentre dans la danse et qui n'est pas du tout fait pour ça. Alors là, c'est le problème du producteur Toshio Suzuki, qui est convaincu que parce que c'est le fils d'Hayao Miyazaki, c'est un grand réalisateur, et il se trompe. Ouais, Monsieur Toshio Suzuki, si vous passez sur ce live, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il a plein de qualités ce garçon, mais il n'est pas réalisateur. C'est compliqué d'être réalisateur. Très compliqué. Tu peux être très bon pour faire du montage. Tu peux être très bon pour faire de la photo. Tu peux être très doué pour manier une caméra. Tu peux être très doué pour la mise en scène. Mais il est rare que tu aies tout ça. C'est rare. Les réalisateurs sont exceptionnels parce que c'est des gens qui font un peu tout et ils le font bien. Et surtout, ils comprennent le métier des autres. Parce qu'il faut comprendre le comédien, si tu travailles avec lui. Il faut comprendre le scénariste, parce que tu vas adapter son travail. Il faut comprendre le mec qui tient la caméra. Donc il faut techniquement savoir ce que c'est qu'un champ, un contre-champ, savoir quel filtre utiliser, quelle lentille, quelle caméra pour quelle scène. Tout ça, il faut le savoir. Donc, un réalisateur, c'est rare en fait, un bon réalisateur. Parce qu'il faut qu'il maîtrise un peu tout ça. Donc c'est compliqué. Ouais, et donc il y a le fils d'Hayao Miyazaki, il maîtrise pas tout ça. Il a des talents, hein, il a des talents. Mais c'est pas un bon réalisateur. Tous les films que j'ai vus de lui comment dire, m'ont confirmé qu'il aurait mieux valu un autre réalisateur. Voilà. Il y a 1 sur 10 qui nous dit Miyazaki était très critique, et il l'est toujours. Hein, il vieillit, mais il est toujours critique, hein, sur son fils. Hayao Miyazaki a été voir Les Contes de Terre-Mère, pour la petite anecdote, hein, donc réalisé par son fils. Hein. Il s'est assis dans la salle, il n'a pas pipé mot, il s'est levé, le film était fini, il a quitté la salle. Et alors là, il y a plusieurs sons de cloche, mais manifestement, il était très déçu. Voilà. Il était... ça a en pleurer, quoi. Il était horrifié par ce qu'il a vu. Et Misama nous dit le réalisateur c'est celui qui va donner corps aux idées. Et parfois c'est même lui le cerveau. Alors en général quand c'est lui le cerveau, c'est pas bon. Parce que le problème c'est que le réalisateur, il est censé donner corps effectivement aux idées des autres. C'est-à-dire que lui, son truc à lui, c'est pas de raconter une histoire, c'est de bien la raconter. Et s'il essaie de faire les deux choses à la fois, encore une fois, hein, on retombe sur le principe de on peut avoir un talent, mais c'est rare d'en avoir deux. Vous prenez Spike Jonze qui adapte Charlie Kaufman pour dans la peau de John Malkovich, vous avez un chef-d'œuvre. Parce que vous avez Spike Jonze qui est un excellent réalisateur, et à côté Charlie Kaufman qui est un très bon scénariste. Et Charlie Kaufman, il a son petit caractère, il va pas se laisser faire. Du coup, l'ensemble fonctionne à merveille. Et du coup, vous avez un chef-d'œuvre dans la peau de John Malkovich ou adaptation.
qui sont des très très bons films. L'adaptation aussi est écrite d'ailleurs par Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, c'est le gars qui a écrit Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, ça vous parlera peut-être plus. Et c'est en fait le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. C'est pas à lui à avoir des idées. Il peut avoir des idées, mais c'est pas à lui à avoir des idées. Lui, son job, c'est de reconnaître les idées, de savoir lesquelles sont bonnes et quelles ne sont pas bonnes, et voire de les améliorer quand ils sont un peu faibles, voire de les atténuer quand elles sont un peu fortes. Il fait office de comment on appelle ça, un mitigateur, vous savez, l'eau chaude, l'eau froide, un mitigeur. Il fait un peu office c'est celui qui va contrebalancer, qui va doser. Et vous savez quoi? C'est la chose la plus difficile à faire. Pour moi, l'essence de la fiction, l'essence d'une bonne œuvre, c'est le dosage. Quand c'est bien dosé, ça marche. Quand une scène marche pas très bien, eh ben mettez une bonne musique par-dessus. Ça la rendra bien meilleure. Parce que la musique, ça séduit le spectateur. Une bonne musique, ça fait passer un mauvais scénario. Alors que je suis pas convaincu qu'un bon scénario fasse passer une mauvaise musique. Ouais, vous voyez, c'est pour ça. Parce que un scénario, c'est indirect. Ça demande réflexion, un scénario. C'est-à-dire que ça ne va pas directement vous toucher. Ça doit passer par vos yeux, par votre cerveau. C'est-à-dire que vous voyez une action qui vous raconte une chose. C'est-à-dire que ce que vous voyez, l'action, doit être traduite en information pour votre cerveau. C'est indirect. Vous voyez? Donc c'est pas l'émotion qui va rentrer en compte avec le scénario. Ça joue, évidemment. Mais c'est sous-jacent. C'est qu'il va falloir 1 heure de scénario, de film, pour que la scène de fin vous soit poignante. Parce que pendant 1 heure, vous avez appris des choses qui font que la scène de fin est poignante. Mais vous voyez, c'est indirect. Il a fallu attendre 1 heure. La musique, c'est direct. C'est-à-dire que si une scène ne marche pas bien, ça sert à rien d'avoir un bon scénario, puisque le scénario, vous allez le digérer à la fin du film. Vous verrez la scène, vous vous direz, bah cette scène, elle est pas bonne. Et à la fin du film, même si le scénario est bon, vous direz, bah finalement, le film est plutôt pas mal, mais vous direz, mais cette scène n'était pas bonne. Voilà ce que vous direz. Par contre, si pendant cette scène pas bonne, il y a un super compositeur, un Joe Hisaishi, un John Williams qui arrive, et qui balance une mélopée du feu de Dieu, il balance un truc avec des violons là, plus savoir qu'en faire, avec des voix. Voilà. Bon, pour peu que ce soit raccord évidemment. Mettez pas des voix sur un mec qui va acheter du pain. Hein, on est d'accord là-dessus. Je considère que je parle à des gens intelligents qui ont passé ce cap. Hein. On a passé le cap du, on va pas mettre une musique avec des voix sur un gars qui va acheter du pain. Sauf si on va faire un film comique. Bon, mais vous voyez, si vous mettez une superbe musique sur un passage qui est un peu faible, ça va rendre ce passage beaucoup plus beau. Et la faiblesse ne passera pas. C'est que ça en fait. Vous voyez, un réalisateur, c'est un gars qui dose. C'est un mec dans une chaloupe. Vous voyez, qui voit là où il y a des trous, il met les mains pour pas que l'eau rentre. Vous voyez. Et il dit aux gens, là, toi, reste pas là, tu vas te mouiller. Toi, assis-toi là. Voilà. C'est un mec qui organise. C'est un chef d'orchestre. Et c'est un travail, moi j'en serais incapable. C'est un travail que je trouve faramineux. Fou. Il faut une énergie. Lucas, tout le monde, et ça, alors ça c'est un truc qui m'insupporte. En ce moment, je regarde les making-of des premières saisons de Mandalorian. Il y a 2 séries de making-of sur la première et la deuxième saison. Donc il y a une série de making-of pour chaque saison. Ça fait 2 séries de making-of. Alors, il y a des bonnes choses dans ces making-of. Comme par exemple le procédé du Valium. Le Valium, c'est le mot anglais, hein, Valium, pas volume, Valium. Le Valium, c'est une pièce entièrement couverte d'écran, dans laquelle il crée les décors. Le décor apparaît en haute définition, et du coup vous avez l'impression que le personnage est dans le décor. Donc il rajoute évidemment du décor factice devant, des petits morceaux de roche, etc. dans le studio. Mais tout le tour, c'est le décor. Et c'est passionnant. Mais à côté de ça, vous avez des moments où les réalisateurs, donc il y a Jon Favreau, il y a Waititi, c'est pour ceux qui connaissent What We Do in the Shadow, par exemple. Ces gars-là parlent entre eux, et de temps en temps, il y a ce petit travers inhérent à toutes les stars américaines, quand elles ne savent plus quoi raconter. Ils s'auto-complimentent, ils se couvrent les uns les autres de louanges. Les Américains, dès qu'ils ne savent plus quoi raconter, ils font toujours ça. Et c'est embêtant. Pour utiliser un mot. C'est-à-dire que vous avez des gars qui parlent technique, donc c'est passionnant. Et de temps en temps, ils savent plus quoi dire. Et ils disent, mais quelle chance d'avoir tourné sur cet épisode avec vous. Parce que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Parce que voilà, c'est pour moi, c'est une expérience incroyable. Quand un Américain ne sait plus quoi raconter, il fait toujours ça. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. Le premier jour où je suis arrivé, je vous ai vu, je me suis dit, ça y est, ma vie va changer. De voir des gens comme ça, d'être en contact avec ces gars-là, de commencer à filmer.
pour moi, c'était incroyable. Je pensais pas qu'un jour ça arriverait. Ça, c'est un Américain qui ne sait plus quoi raconter. Et il faut qu'on leur dise, aux artistes américains, arrêtez de faire ça par pitié. Arrêtez de le faire. Voilà. Parce que ce que vous dites est passionnant. Parlez de technique, parlez de caméra, mais arrêtez de vous congratuler. Voilà, c'est ennuyeux. Et donc oui, j'étais parti sur le Mandalorian. Pourquoi? D'où je suis venu, encore une fois. Oh là là, on va loin. Hein. On était sur Miyazaki, on était sur Ghibli. On est parti sur la technique du Mandalorian. Oui, parce que je disais que je regardais les making-of. Alors, quel rapport avec les making-of? De quoi je parlais juste avant? Je disais que ouais, là, j'avais vu le premier épisode de la nouvelle saison du Mandalorian. Je parlais du fait qu'on utilisait beaucoup les Muppets, enfin les puppets, les modèles réels en fait des personnages. Oui, je parlais de Lucas, tout à fait, Lucas. Et donc voilà, il y a un truc qui me choque, c'est que ces gars-là, qui donc se congratulent, disaient quel honneur d'avoir pu, parce qu'il y en avait certains qui avaient pu tourner dans la prélogie ou travailler sur la prélogie. Quel honneur d'avoir pu travailler sur des films comme ça, parce que George Lucas c'est un grand réalisateur, c'était un honneur de travailler avec ce grand réalisateur qui réalise si bien. Et Alexandre Astier aussi dit ça. Alexandre Astier dit qu'il a regardé la prélogie parce que c'est George Lucas et que lui il aime George Lucas. Alors moi je vais vous dire un truc. George Lucas, il a réalisé qu'un seul réel film. Bon, il a réalisé je crois que il a fait 2 films avant Star Wars. Il a fait un film dont j'oublie le nom, qui raconte des histoires de bande de jeunes, et il a fait THX 1138, qui est un film que moi j'aime beaucoup. C'est un film d'auteur particulier, mais moi j'aime beaucoup. Donc c'est-à-dire que moi en fait j'aime George Lucas. Et puis il a fait La Guerre des Étoiles, Star Wars. Et La Guerre des Étoiles, le premier film, hein, Star Wars, 1988. C'est ça, hein, je crois. Non, c'est plus vieux. 77, je crois. Ouais, 77. 1977, donc. Le premier Star Wars, c'est un... Alors, je vais faire une parenthèse vite fait, mais le premier Star Wars, c'est un film de Kurosawa qui a été adapté dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film de Kurosawa qui se déroule dans l'espace. Voilà. C'est, si vous voulez voir le film, j'en parle, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous tapez INK Star Wars. Le film, c'est La Forteresse Cachée. Vous regardez La Forteresse Cachée, et c'est simplement, il a pris La Forteresse Cachée et il a mis des vaisseaux spatiaux et ça se passe dans l'espace. Voilà. Mais George Lucas, qui est loin d'être idiot, quand on lui demande, il dit oui, oui, en fait, c'est le voyage du héros, c'est le héros au milieu d'un visage, c'est Campbell. Voilà. Il y a un tout petit peu de ça. Évidemment, il y a Luke qu'on suit, qui est un personnage évidemment qui va se développer. Il y a un tout petit peu de ça, mais c'est pas ça. C'est surtout La Forteresse Cachée de Kurosawa. Bref, ça c'était une parenthèse. Et donc Lucas, il a réalisé, c'est lui qui est réalisateur sur Star Wars. Mais l'Empire contre-attaque, c'est pas lui. Il n'est pas réalisateur sur l'Empire contre-attaque. Le Retour du Jedi, c'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'on croit que George Lucas est réalisateur de tout Star Wars, mais pas du tout. Il a réalisé un seul film. Il a réalisé La Guerre des Étoiles, le premier, en 77. En fait, George Lucas, quand il a fait son film était relativement catastrophique. Et c'est sa femme, qui avait un pied dans le milieu, qui l'a aidé à enlever tout ce qui allait pas, à améliorer son film. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer, mais George Lucas n'est pas un grand réalisateur. George Lucas est un rêveur. C'est un grand rêveur. Et c'est ça qui est merveilleux chez lui. Mais c'est pas un grand réalisateur. Du coup, les autres films, c'est pas lui qui les a réalisés. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit lui-même. Ils se sont pas capables. Et surtout, ça l'épuise. Il n'a pas l'énergie pour ça. C'est-à-dire qu'il a au moins cette force de comprendre que c'est-à-dire que raconter un truc, porter une œuvre, la produire, l'aiguiller, ça il sait faire. Mais réaliser, c'est-à-dire endosser toutes les casquettes des métiers nécessaires à la réalisation d'un film, c'est pas son truc. Voilà. Surtout quand il y a un gros budget, manifestement. Parce que sur THX 1138, ça a bien marché. Mais réaliser un film où il y a beaucoup de gens à gérer, de l'argent, vous avez la pression des producteurs, c'est compliqué. Eh bien, sur la prélogie, alors, moi j'ai un pote qui a un pied dans ces milieux-là. Lui, c'est son truc, la réalisation, etc. Et au moment où la prélogie est sortie, moi je lui disais, bah, c'est réalisé par George Lucas. Et il m'a repris, il m'a dit non. Il m'a dit, George Lucas, il vient à 10h du matin, il prend une caméra, il filme un pote à lui qui est dans le film, ou un acteur un peu célèbre. À 11h midi, il reprend sa voiture et il se casse. Voilà. C'est-à-dire que George Lucas, c'est un prête-nom sur la prélogie. Il est pas réellement réalisateur.
Alors, pour ceux qui se disent oh là là, c'est choquant, etc., je vais vous dire un truc. Il y a des mangaka qui ont un tel succès qu'au bout d'un moment, c'est plus vraiment eux qui dessinent. Ils gèrent une boîte de gens qui dessinent. Alors, il y a des cases de temps en temps, un gros plan, c'est eux, pour qu'on reconnaisse leur style. Mais ils ont des assistants qui recopient parfaitement leur style. Et on n'a plus besoin d'eux. Je vais pas dire son nom, mais il y a un mangaka japonais. Bon, de toute façon, ça vous parlerait pas. C'est le mec qui fait Golgo 13. Voilà. Golgo 13, c'est une légende au Japon, c'est un tueur à gages qui utilise un M16A2. À ne pas confondre avec le M16A1, qui a un cache-flamme triangulaire. Le M16A2, c'est une arme particulière pour un sniper. Moi, je trouve ça assez amusant, parce que c'est un fusil d'assaut à la base. Hein, mais pourquoi pas. Ça veut dire qu'il peut pas tirer très loin quand même. Mais bon, admettons. Parce qu'il a une longue vue, hein, et c'est du x24. Ou du 25, du x25, enfin, le scope. Donc il a une longue vue qu'on mettrait plutôt sur un PSG1. Mais il a ça sur un M16A2. C'est particulier. Bref, ça c'est du détail. Ça me regarde, mais quand même ça me choque. Bref, ce dessinateur, il est passé dans l'émission Manben, vous savez, de Urasawa. Urasawa, il a une émission qui s'appelle Manben, que j'adore, et j'aimerais bien pouvoir un jour récupérer tous les épisodes, où il va voir les mangaka, un par un, et il les interviewe sur leur lieu de travail. Et il va voir ce gars-là, qui est un ancien, hein, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il me semble. C'était un vieux, et il va le voir. Et ce gars-là, il a une planche devant lui, et il est en train de dessiner un gros plan de Golgo 13. Et on voit qu'il a un mal fou à le dessiner, pendant toute l'interview. Et pourquoi on le voit en train de dessiner Golgo 13 ? C'est pour préserver la légende qui nous fait croire que c'est lui qui continue de le dessiner. Non, il est trop vieux, il a la main qui tremble. C'est ses assistants qui dessinent. Il chapote le truc. Mais il dessine plus. Et maintenant, je vais vous dire un truc, parce que là, vous pourriez être outré en disant oui, il y a des dessinateurs, en fait, ils dessinent plus, mais c'est une honte. Non, c'est normal. Un mangaka, ce qu'on aime, c'est son esprit qui transparaît dans son œuvre. Que ce soit lui qui la dessine ou pas, c'est pas le plus important. Regardez, Toriyama, c'est plus lui qui dessine Dragon Ball, hein. C'est comment il s'appelle Toyotaro. C'est Toyotaro qui dessine. Avec son style à lui, c'est plus du Toriyama, mais le public s'en moque. Le public, Toriyama et Toyotaro, ils font pas la différence. Moi, je la fais, hein. Je peux vous dire que je préfère largement Toriyama. Mais le public, il la fait pas du tout. Le public, bah, c'est la tête de Son Goku, c'est bon, c'est Son Goku. Pas besoin d'aller regarder si les perspectives fonctionnent, si la mise en page est pertinente, s'il y a des audaces narratives, ça, ils s'en moquent. Le public, c'est Son Goku. Voilà, il y a les pics dans les yeux. Il y a une espèce de Tahiti Bob comme ça, avec des points pour les yeux. Boum, c'est bon. C'est Son Goku, c'est Dragon Ball. Voilà, ça suffit. Bah, vous voyez, c'est ça le truc. C'est que en fait, ce qui compte, c'est pas ce que pense quelqu'un d'exigeant, c'est ce que pense le grand public. C'est ça le Japon. On est là pour vendre. C'est du divertissement, c'est du commercial. Et donc, savoir qui dessine, c'est pas grave. Bah, je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Moi, je pense que Yoshihiro Togashi devrait arrêter de vouloir dessiner. Vous savez qu'il a des problèmes au dos, très graves. Et il faut qu'il arrête de dessiner. Ce mec, il faut qu'il s'allonge, déjà, pour aller mieux. Et il faut qu'il raconte son histoire à quelqu'un qui va la dessiner. Déjà parce que, et ça se sentait avec Hunter x Hunter, hein, sur les derniers volumes d'Hunter x Hunter, et je dis les derniers pour être gentil, il y a des moments, c'était plus minimaliste, c'était bâclé. Et donc il faut que Togashi délègue, parce que je trouve qu'il a des idées, Togashi. Mais il faut qu'il délègue, il faut qu'il apprenne à déléguer. Je sais que c'est dur, hein, quand toute ta vie t'as dessiné, Togashi ne voudra pas lâcher le pinceau, si j'ose dire, la plume, précisément. Mais il faudrait qu'il le fasse, parce que c'est un bon auteur. Et il est 1h33, et je sais pas pourquoi je continue de parler. J'étais censé faire qu'une demi-heure. Bon. Voilà. Alors je vais du coup sur le chat. Il y a la chance TV qui dit à mon avis, même niveau esprit, il est plus là, Toriyama sur DBS. Enfin j'espère. Je vais le dire simplement, hein, mais Toriyama jusqu'à Freezer, c'est lui. Cell, c'est Jump. On lui a mis, en fait, ça rapportait trop d'argent, on lui a mis une pression pour qu'il continue. Donc Cell, c'est le Jump qui demande à Toriyama de continuer. La preuve, c'est que Toriyama, il avait conçu, je veux pas me tromper, je sais plus si c'est C19 et C20 ou C20 et C21. Il avait conçu deux personnages qui étaient censés être les boss finaux de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un vieux et un gros. Et en fait, le gros était censé être le boss final. Et le Jump a refusé, et ils ont créé des personnages qu'il a été obligé de dessiner, hein, en lui disant non, tes histoires de vieux et de gros, ça n'intéresse personne. Nous, on veut un garçon fringant, une jolie fille, et un monstre. Et on veut le retour de Freezer qui met encore. En plus, Freezer qui fait encore plus peur. Freezer qui fait peur, qui fait davantage peur. Du coup, il a créé Cell pour Freezer. Du coup, Cell a 3 formes, comme Freezer. Et du coup, ils ont créé C17 et C18,
qui sont beaucoup plus vendeurs pour les jouer, pour Bandai, etc. Voilà. Et Toriyama se vengera dans l'arc bout en faisant d'un gros un méchant. Parce qu'il a voulu prouver qu'il avait raison, parce qu'il a mal pris le fait que Jump lui ait dit ce qu'il avait à faire. Et il a voulu prouver qu'un gros pouvait être un méchant. Bon, il l'a à moitié prouvé parce qu'on se rappellera que le bout le plus effrayant, c'est pas le plus gros, c'est le plus maigre. Mais bon. Je veux pas embêter Monsieur Toriyama. Je veux pas embêter le maître. Mais déjà, à partir de Cell, c'est le Jump qui commence à décider. Sur bout, c'est carrément le Jump. Là, c'est le pourcentage de Toriyama diminue encore. Et Dragon Ball GT, c'est la Toei Animation. Là, Toriyama, il est à 0%. Voilà. On va dire, Cell, c'est plus que 50% de Toriyama. Boo, c'est plus que 25%. Et GT, je crois que c'est 0%. On va dire 1% parce qu'il a dit ok, vous pouvez le faire. Alors, le Super, peut-être qu'on est dans le négatif. C'est moins 25%, je sais pas. Vegeta qui danse pour faire un gâteau là au chat. Hein. Voilà. Ça, je crois pas que Toriyama aurait été d'accord avec ça, mais bon. C'est qu'un exemple. Il y a Mew qui nous dit c'est pour ça les incohérences dans le manga, comme quand Trunk parle de droïdes au début de l'arc. Oh, les incohérences dans Cell, si vous saviez. On pourrait en faire une liste, elle est incroyable. Il y a un passage, moi, qui m'a vraiment marqué en termes d'incohérence. C'est toute l'histoire tourne autour du fait qu'il y a une créature qui aspire les humains avec sa queue, donc c'est Cell, qui a un aspect un peu insectoïde, hein, parce qu'on n'est pas encore à Perfect Cell, hein, c'est la première forme. Donc toute l'histoire tourne autour de ça, et cette créature, on apprend qu'elle était fabriquée donc par le Dr Gero, et qu'elle pourrait absorber C17 et C18. Et que c'est un processus voulu par le Dr Gero pour que Cell devienne Perfect Cell. Donc un être imbattable. Et donc il faut absolument empêcher ça. D'accord? Ça c'est l'histoire. Donc à un moment, Cell, qui n'est pas Perfect Cell, se retrouve face à C17 et C18. Et on sait qu'il est plus fort que ces deux-là. Et donc s'il les absorbe, il va devenir Perfect Cell et c'est mort. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas le battre. Sachant ça, Son Goku utilise sa téléportation. Il arrive devant Cell. Il prend ses 18 et il se téléporte chez Kaio. Non, c'est pas chez Kaio. Et il s'en chez le Très-Haut pour emmener ses 18. Pour empêcher Cell de prendre ses 18. Mais ses 18 prend du coup ses 17. Parce qu'il laisse ses 17. Et du coup, il accède à sa deuxième forme qui précède la troisième, Perfect Cell. Pourquoi Son Goku n'a pas pris ses 17 et ses 18? Parce qu'il faut que le scénario avance. C'est idiot. Mais des erreurs comme ça, il y en a plein. En plus, c'est un mauvais ressucé de Terminator. C'est-à-dire que c'est carrément, on sent qu'à cette époque-là, il y avait Terminator 2 qui sortait au cinéma. On sent que Toriyama a été le voir et qu'il a beaucoup aimé. Donc il y a ce côté futur, non futur, qui aurait pu être intéressant, mais qui est particulier. Donc voilà, c'est Cell. Alors ce qui est dommage, c'est que je trouve que c'est le mieux dessiné. Dans le manga, c'est celui qui est le mieux dessiné. Je pense qu'à ce moment-là, ils avaient embauché des assistants un peu balèzes. Parce que je pense que Toriyama voulait plus trop bosser. Ils ont trouvé sûrement un bon dessinateur. Peut-être qu'un jour on apprendra qui. Ils ont trouvé un dessinateur très très doué. J'aimerais bien que ce soit un mec comme Katsura. Katsura, le mec qui a fait Video Girl, qui est le meilleur ami de Toriyama. Et qui est le seul qui a réussi à se rapprocher de la perfection de Toriyama en dessin. Dans un manga dont je ne retrouvais pas le nom. En le lisant, je m'étais dit, putain, c'est incroyable. Le mec, il est parvenu presque à atteindre la perfection de Toriyama en termes de symétrie, de mise en page. Zetman, merci Clems. Voilà. Et c'est Zetman, techniquement, c'est si. Alors, pour faire du Toriyama, il faut pas faire du Toriyama. Hein. Il faut approcher sa perfection. Et Zetman, c'est un manga qui graphiquement approche la perfection de Toriyama. C'est pas un manga qui essaie d'imiter Toriyama. C'est un manga qui comprend Toriyama. C'est pas pareil. C'est très très différent. Les gens qui font des dessins qui font penser à de Toriyama, c'est des gens qui se trompent. C'est-à-dire quand vous voyez un dessinateur et vous vous dites, tiens, dans le dessin me fait penser à Toriyama, arrêtez de lire. C'est quelqu'un qui déjà a un cerveau qui n'est pas assez complexe pour comprendre que la force de Toriyama, c'est pas ce qu'il dessine. C'est sa façon de raconter ce qu'il dessine. C'est-à-dire que c'est la mise en scène, c'est la mise en page qui est oufissime chez Toriyama. Toriyama est un storyboarder né, en fait. Voilà. Bref, j'ai dit que je m'arrêtais, il est 40. Il faut s'arrêter. Je vais aller lire le staff. Vous savez, je fais ça toujours. Pour remercier ceux d'entre vous qui soutiennent ma petite chaîne Twitch. Alors, donc je me lève. Je vous raconte tout. Hein. Voilà.
Je me déplace vers ma chaise. Je me place devant mon Mac. Et je lis le staff qui doit pas être bien grand. La vache, vous êtes 86, me dit, c'est beaucoup. Et il me disait 91 juste avant. Eh bien, vous avez été beaucoup. Donc ça veut dire que vous êtes un peu moins maintenant, s'il y avait eu un 91. Parce que manifestement, mon écran s'est rafraîchi. Je suis arrivé, il y avait 91, c'est passé à 86. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, vous êtes fatigué de m'entendre. Donc on va s'arrêter là. Donc, attendez, je remonte à il y a 7 jours. Je ne vais pas lire ceux d'il y a 7 jours, parce que ceux d'il y a 7 jours, je les ai déjà lus. Donc je remercie Ken Goku, Cyrus Craft, Dixies, La Chance Télé, Villimar, qui a renouvelé son abonnement. Bravo Villimar. Tonlo, Fastdes le boss, Acellus, Max Daoula, DosDos 404, Roi Ours et Green Tao. Voilà, qui sont les héros du jour. Ce sont ceux qui supportent cette chaîne, qui la soutiennent et qui font qu'elle est toujours là. Merci à vous. Voilà. Ah, et Paisible, qui très stratégiquement vient de s'ajouter. Voilà. Paisible vous a suivi. Mais tu me suivais déjà, donc Paisible il m'a désuivi et il m'a suivi. Donc, du coup, tu n'es pas validé, suivi. Paisible. Tu n'es pas validé, Paisible. C'est une triche. Voilà. Donc ne faites pas ça. C'est un tricheur. Cheater, Paisible. Allez-y, vous pouvez jeter l'opprobre sur Paisible. Allez chercher le sens du mot opprobre. Parce que je me rends compte que c'est un mot que plus personne n'utilise. Voilà, vous pouvez jeter l'opprobre sur Paisible. C'est pas de l'eau, hein, on jette pas de l'eau sur... C'est pas de l'eau propre, on jette pas de... c'est le contraire même. Allez voir le sens. Voilà, je jette l'opprobre sur Paisible. Bref, on va se laisser là. Donc bienvenue à toutes ces personnes, évidemment, parce que la plupart m'ont suivi. Alors, je vois le Roi Ours, par exemple, qui met un smiley. Je sais pas ce que ça représente. Donc Roi Ours, ça me fait penser à Hooper, du coup. Un streamer bien sympathique. Voilà. Qui ne m'a jamais déçu. Voilà, parce que même si je ne suis pas toujours ce qu'il fait, le gars est resté fidèle à ses principes. C'est un mec qui est resté droit dans ses bottes. Et c'est beau, dans ce monde d'influenceurs où un tout petit peu d'argent peut faire d'un influenceur un homme sandwich pour les éditeurs de jeux vidéo. Donc c'est beau. Allez, on se laisse là. Passez un bon dimanche et à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ah non, attendez. Je dois lire une phrase, c'est vrai. J'ai oublié le plus important. Donc je lance mes 3D. J'obtiens 445. Je prends le livre, le fameux livre de l'au-revoir, qui s'appelle donc Pensée laconique. Donc je prends mon livre Pensée laconique, que vous pouvez trouver sur Amazon d'ailleurs. Hein. Vous tapez Pensée laconique, P-E-N-S-E-E-S, plus loin, L-A-C-O-N-I-Q-U-E-S. Pensée laconique. Ça veut dire des pensées brèves, des pensées courtes. Donc je prends ce livre, je vais à la page... J'avais dit combien ? Je sais plus si j'ai dit 445 ou 544. Parce que je sais plus dans quel sens j'ai lu les dés. Je pense que j'ai dû dire 445. On va à 445. Et je lis la phrase 445. Voilà. La force et la conviction sont du côté de la majorité. Le bon sens et la lucidité sont de l'autre côté. C'est étonnant que je tombe sur cette phrase, parce que je trouve qu'elle est parfaitement thématique avec tout mon discours sur le grand public et le nombre qui choisit et le fait de croire que parce que beaucoup de gens aiment une chose, cette chose est bien. Voilà, c'est un biais ça. C'est un biais, c'est le biais du spectateur. C'est-à-dire que on vous dit oh là là, tout le monde a été voir ce film. Du coup, vous dites alors ça doit être un bon film. Ou alors tout le monde regarde cette série, donc ça doit être une bonne série. C'est un biais. Voilà. Donc je vous la relis parce qu'elle est parfaite. La force et la conviction sont du côté de la majorité. Oui, la majorité peut décider d'infléchir des choses, parce qu'ils sont la majorité. Ils peuvent décider qu'un influenceur deviendra plus célèbre que les autres, par exemple. Ils peuvent décider que le roi des youtubeurs, c'est lui et pas un autre. Donc la force et la conviction, parce qu'ils sont convaincus en plus d'avoir raison. Ils peuvent décider qu'un manga est meilleur qu'un autre. Et vous pourrez jamais les en dissuader. Hein. Vous savez ce qu'on dit. Les opinions, c'est comme les clous. Plus on tape dessus, plus on les enfonce. Voilà. Donc la force et la conviction est du côté de la majorité. Le bon sens et la lucidité est de l'autre côté. Ça signifie que quand on refuse d'obéir à la doxa, à l'opinion généralement admise par la majorité, on est obligé de penser. Parce que pour se mettre en porte-à-faux avec l'opinion générale, alors on doit réfléchir, on doit avoir des arguments. Et c'est là où on commence à entrer dans ce petit univers
de la probabilité d'avoir un peu plus raison que les autres. Parce qu'on n'a pas toujours totalement raison non plus. Voilà. Donc je vous la relis, on se laisse là-dessus. La force et la conviction sont du côté de la majorité. Le bon sens et la lucidité sont de l'autre côté. Voilà. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. On est en début de mois, donc dans une dizaine de jours, je recommence mon travail sur une nouvelle objection. Voilà, je vous rappelle que j'ai un compte Patreon où je suis beaucoup plus, j'espère, plus intéressant que, que sur Twitch. Puisque voilà, là c'est planifié sur Patreon. C'est des trucs, on aborde les sujets réellement en profondeur. Donc je vous donne rendez-vous sur Patreon. Voilà, soyez présents. À très bientôt. Passez un bon dimanche. Voilà. Et ouais, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.